Vous écoutez... Déjà, tu vas te calmer. Par contre, un tout petit peu. Mais Mathieu, on sait que tu lis pas les règles. Allez les amis, on a tout dit quand même. plus rien à dire. Il se fait insulter avant d'avoir joué. Il y aura bien sûr un petit jeu. Il y aura un petit bug. David, Benji et Mathieu vous présentent... On joue-tu? On joue-tu? On joue-tu? Comme la merde attire la mouche, ou comme Broom Service attire Mathieu, ce qui revient quasiment au même. Salut tout le monde, bienvenue à un épisode très spécial de On joue-tu, le podcast des jeux de société. On va vous parler, faire un petit retour sur nos expériences de Cannes, et puis enfin, déjà, David, ça va bien? Hein? Oui, bah écoute, ça va bien, là, on vient de finir notre... Il est 2h du matin? Quatrième journée, il est minuit 11, et nous démarrons cet enregistrement aux grandes dames de Benji, qui rêverait de se coucher Allez, assez on se rapidement. dépêche surtout, est-ce que cette introduction pourrait être brève, s'il vous plaît? C'est un grand moment, Benji, explique-nous pourquoi. C'est un très très grand moment. Ça fait des décennies que vous attendez que ce moment ait lieu, puisque nous sommes un podcast important, probablement le premier podcast francophone, mais nous sommes suivis par deux jeunes ambitieux, deux jeunes Québécois qui ont monté le leur également, peu ou prou à la même période que le nôtre, qui ont probablement 2 fois plus d'épisodes que le nôtre puisque eux tiennent toutes les semaines. Et je parle au pluriel, mais bien sûr, malheureusement, nous n'avons qu'un seul des deux Martin, puisque c'est bien d'eux dont on parle. Mais quel Martin, oui, puisque Martin nous avons l'honneur d'avoir... Ah non, ça, Martin Lafrenière, je sais pas si on y arrivera, mais on a l'honneur d'avoir Martin Montreuil avec nous enfin aujourd'hui. Martin, es-tu là? Roulement de tambour. Ouais, c'est clair. C'est lui. Il est là, écoutez. C'est lui en chair et en os. En chair et en os, beaucoup plus en chair qu'en os. Est-ce que t'as joué à quelque chose de bien sur le festival, toi? Parce que c'est vrai que tu t'es dit un peu D'entrée de jeu, tu me poses ça, une question. Direct, c'est direct. bang bang. Direct. Okay. T'as joué à quelque chose ou? J'ai joué à plein de jeux que vous allez découvrir dans 2 ou 3 ans. Il a pas fait notre gag, là. Il a pas. Je sais même pas de quoi vous parlez. Je sais même plus. Non, dans mais 2-3 ça ans, fait, c'est bon. écoute, ça fait plaisir de t'avoir, Martin. Ça fait quand même, je pense, 3 ans qu'on se voit à Cannes, puis à chaque fois on dit, il aurait fallu qu'on enregistre quelque chose. Puis là, c'est vrai. C'est vrai, oui, effectivement, dimanche, non, on est rendu dimanche. On est dimanche. Ça fait 13 minutes. On est dimanche. 13 minutes. Donc, dernière minute, mais non, super intéressant de pouvoir partager cette expérience-là avec vous autres. Ouais. C'est merci d'avoir ouvert le chemin comme ça. On suit vos traces tranquillement, pas vite. Non, ça bien, fait plaisir. Ouais. Bon, non, alors en plus c'est pas vrai parce que pour le coup c'est vous qui avez commencé. C'est les Martins qui ont commencé. Il faisait juste continuer ta Ah oui, pardon. Non, mais je voulais rétablir la vérité quand même à un moment donné. Oui, bien c'était sûr. important. Alors, c'est quand même quelque chose qu'on nous dit depuis longtemps quand on demande mais qui est-ce que vous aimeriez avoir comme invité sur le podcast? On nous dit Martin. Le crossover. Martin. Je dis tout le temps faut préciser lequel parce que ça commence à devenir compliqué, mais on en a un des deux. Contentez-vous de ça. Un des deux, c'est bon. J'ai cru comprendre que c'était compliqué à avoir l'autre. Je l'ai vécu au Québec. C'est vrai, tu l'avais invité puis il était censé venir à ton événement. Ouais. Jusqu'à le jour avant. Ah, c'est bon, au moins tu l'as su le jour d'avant. D'habitude, non, c'est le jour même. J'y ai cru. Et on a quand Martin. même failli rester derrière la porte, n'est-ce pas? Ouais. Vous êtes surtout les 4 à genoux devant une serrure. On a une vidéo, on va mettre ça sur Instagram à quelque part. Faut qu'on fasse ça, mais. On s'est dit on va ni enregistrer, ni dormir à l'intérieur. Et se pisser dessus, n'est-ce pas, Benji? C'était Moi, limite. Franchement, je me suis dit, je vais devoir, ça va partir. Et là, j'ai dit, quelle équipe de cons. Ouais. Mais ça, tu le savais déjà. C'était pas la première fois que tu disais ça. Parce que hier, en plus, on a joué ensemble jusqu'à très tard. On a joué très tard, right? On a joué, joué à descendre des verres de bière. C'est un podcast tout public, Martin. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on a de l'alcool devant nous. Exactement. Je pensais que c'était du jeu. L'abus d'alcool nuit à la santé. Bon, alors, on va faire peut-être une rapide news, juste pour dire que le Joues-tu d'or a été attribué. Bah, bien entendu. Tu voulais qu'on le fasse, parce que techniquement, cet épisode va sortir. Benji, fais-nous la blague, c'est pas vendredi. Non, là, c'est pas possible. Là, toute blague temporelle est impossible. Je sais pas quel jour on est. Des choses rapides, ça existe pas, là. D'habitude, c'est 3 heures minimum. Donc, non. Avec vous, ça va être 4h30, s'il te plaît. Ce qui est bien, c'est qu'avec Mathieu, juste avant de commencer l'enregistrement, je lui dis, mais on parle juste du Joues-tu d'or. Non, parce qu'en fait, on aura déjà diffusé avant, etc. Puis hop, une petite news, on parle du Joues-tu d'or. C'est tellement pas du tout vrai. Je suis pas au courant, donc moi, ça va m'intéresser de tout alors.
Ah, Parce que le premier invité dans l'auditorium, c'était toi, Martin. Oui, T'es c'est arrivé. J'ai demandé s'il y avait de la place. Ouais. T'étais surtout déçu de voir il y en avait. Non, c'était surtout rendez-vous à l'auditorium K. Et là, j'arrive, je cherche, et ça n'existe pas. Ça n'existe plus, Ils effectivement. avaient changé de nom de Il cet était auditorium. renommé, oui, par le fondateur du festival de Je sais film pas. Philippe, de Cannes, ouais, mais je sais plus son nom. Philippe Bélanger, Eternal, Backer, je sais pas trop. Mais non, c'est Philippe, pas je ça. sais que c'est Philippe. Gamefound. C'est Phil. Donc oui, on nous l'appelle avons eu Phil. la chance donc de remettre notre joue Ouais. Tudor dans cet auditorium et puis eh bien nous avons eu plus de 60 personnes qui Ouais, sont venues, Tout à fait, qui quand ont même. qui ont interagi avec nous, qui ont voté, même si finalement le vote était plus informatif pour nous, pour voir quel jeu ils préféraient. Et c'est donc Pirates de Maracaibo qui a remporté le joue Tudor devant Devant on fait The Gang. The Gang en joutu d'argent et puis Fairy Ring en joutu de bronze et il y a bien entendu le joutu des joutus Choix de la qui a communauté. été remis à Harmonise. Ouais, donc Tout à on fait. l'a fait en... OK, il a finalement réussi à avoir un prix, c'est ça que tu dis. Il a reçu également le Swiss Gamers Award, donc le prix du jeu suisse, le prix le plus important en Suisse, n'est-ce pas Martin? Donc je suis le président et j'avais oublié l'autre Ouais. jour Et d'ailleurs le gars, il nous que dit, Harmonie avait gagné un prix. il nous dit c'est triste, Harmonie a rien gagné. Moi puis Benjo Non, s'est il a regardé. dit, il a gagné aucun prix majeur. C'était encore mieux que ça, c'était encore mieux que ça. À part le prix dont je suis le président. Voilà. Non mais ça je m'en suis rendu compte après. C'était Sinon j'aurais jamais osé dire cette bêtise. On a quand même eu le luxe d'avoir un éditeur de Super Meeple qui était dans la salle, Ouais. qui était très content de voir le jeu gagner. Et puis même aujourd'hui, quand on était dans l'espace pro, on a vu qu'il y avait le petit sticker Joue Tudor Ça, sur c'était la la boîte. Ouais. C'était assez cool. La grande fierté pour le coup, ouais, c'était Ouais, cool. bravo, les gars. Ouais, ça fait plaisir. C'est Ça une fait chance qu'on plaisir. l'a pas mis en dernier pendant que le gars est dans la salle. T'imagines? Ouais. Donc ça c'était hyper cool à remettre l'année prochaine, je pense. Tout à fait, tout à fait. Bien entendu. Ouais. Rendez-vous à Cannes. Donc on s'est dit ben écoute, on va essayer de pas faire 3 heures, même si Martin vient de faire la blague, mais je voulais qu'on fasse peut-être une expérience de la semaine chacun Ouais. sur peut-être le truc qui nous a un peu le Une plus seule. Ben étant donné On va que voir, on va Martin voir. en a qu'un, Oh. je me suis dit comme ça Non, c'est non, équitable. non. Regarde, il arrive avec plein de boîtes pour faire genre. Ben Martin, on va te laisser commencer. Allez. Ah oui, comme ça. Ouais. Oui, comme je disais en introduction, effectivement, c'est difficile pour moi d'avoir énormément d'expériences ludiques lors du festival parce que je rencontre beaucoup d'éditeurs, des designers de jeux. J'aurais plein de choses à compter, mais comme la plupart c'est pas des jeux qui sont déjà sortis, je vais y aller plutôt par une expérience ludique assez différente de ce qu'on vit normalement. Et je parle du jeu Antise. Ouais. Donc, un jeu d'ambiance, un événement ludique qui se passait dans une salle fermée au noir dans le palais des festivals. Ouais. Et c'est un jeu un ami québécois, donc Marc-Antoine Doyon, qui est un des auteurs. Je savais pas que c'était lui qui l'avait Et fait. également de Damien, qui est une personne avec qui je travaille chez BlackRock. Donc, une expérience qui se veut peut-être un peu similaire à ce que Loup-garou peut être comme expérience, puisque on va avoir un jeu de rôle qui se déroule dans le noir. Alors, c'est la particularité. On joue avec les émotions, on joue avec les sensations. Et donc, dans ce jeu-ci, c'est un jeu qui se joue à grand groupe, 6 à 12 personnes. Donc, ils ont booké durant tout le festival Ouais, une salle qui ont une salle qu'ils ont aménagée. Donc, il y a une antichambre où on va expliquer les règles. Là, t'arrives là avec des lumières tamisées, des petites chandelles, puis t'as un maître de cérémonie qui t'explique. Et après ça, derrière les rideaux, t'as un appartement aménagé complètement dans le noir. Une espèce de labyrinthe. Donc, et tu sais pas du tout dans quoi tu t'embarques. Et là, le maître de cérémonie t'explique qu'est-ce que ça peut être, cette expérience-là. Donc, ça se tient dans une boîte. Il y a des cartes. Il y a un mini plateau. Et on a de différents jetons. Le but, c'est de sauver des personnes qui vont être hantées, donc qui vont avoir possédé effectivement. Et donc la moitié du groupe sera possédé, l'autre moitié sera des acteurs qui vont aller les sauver. Et à chaque tour, on va alterner comme ça, mais c'est vraiment weird parce que moi j'ai reçu une carte. Je prends ma carte. Je regarde ça, je dis non, ça n'a pas d'allure. OK, moi j'ai commencé comme étant possédé. OK. Dans ce jeu-là, il y a une série de pièces. Donc, les possédés vont avoir des tics. Des tics, effectivement, à faire. Moi, je devais m'asseoir caché dans le fond d'une pièce, à terre, avec la boîte de président. Donc, la boîte de jeu représente une boîte dans laquelle
tous les gens doivent venir, les sauveurs, ont une mission. Il y a 2 missions. C'est libérer des possédés et faire leur propre mission. Et ça finit toujours, après avoir réussi, à aller porter la fameuse carte dans la boîte de jeu. Et moi, je devais tenir ça dans mes mains en incantant un démon quelconque, en disant non de la tête et en demandant l'offrande de la carte avec la boîte. Par contre, moi, je commence déjà à avoir un petit peu peur là quand tu racontes ça, Martin. J'imagine c'est un la peu scène. angoissant parce qu'on est dans le noir total. Dieu. On est dans le noir total. Par contre, les sauveurs qui arrivent, ils ont normalement c'est avec un téléphone cellulaire. Là, on avait des petites chandelles. Et si tu fais la bonne action, tu vas le libérer. Et si tu fais la mauvaise action, tu vas être possédé. OK. Et chacun des possédés ont leur propre éthique et leur propre façon d'être libérés et leur propre façon d'être possédés. Est-ce que tu sais avant la partie combien il y a de possédés, combien il y a de... C'est toujours moitié-moitié. Ah, c'est toujours moitié, OK. Mais c'est moitié-moitié. Mettons qu'on est 10, il y en a 5 possédés, 5 sauveurs. Ouais. Puis là, on rentre, le maître de cérémonie dit « OK, vous ressortez », il en ressort 2. Ça veut dire que toutes les autres ont été possédés. Fait que là, on repart à 2, il retourne, il en revient 1. Puis si on est tous possédés, on a perdu. Okay. Puis le but, c'est de passer de moins en moins, donc de passer d'un camp à l'autre. C'est un peu comme Two Room in a Boom. Ouais. Mais c'est une expérience particulière parce que moi, j'étais là. Et la façon d'être libéré, c'était de prendre la boîte et de l'enlever des mains. Mais tu le sais pas. Puis là, tout le monde, ils venaient me voir, puis leur mission, c'était de mettre la carte. Et quand ils mettaient la carte dans la boîte, ils venaient posséder. Et là, j'assoyais le monde à côté de moi, et j'assoyais là. Fait que donc, j'ai possédé plein de monde. Tout le monde. Fait que ça a été ça mon expérience. J'ai été pendant 4 rondes de jeu, assis à terre, en incantant un démon, en hochant la tête en disant non, puis en regardant le monde s'asseoir à côté de moi. Fait que ça veut dire que les méchants ont gagné? Non, il y en a un qui a réussi. Il était tout seul à un moment donné, puis il a dit... Il a commencé à libérer, puis il a commencé à comprendre. Puis finalement, lui, il a ramené tout le monde. OK. Puis là, on a comme changé le vent. Puis là, finalement, on change de rôle durant la partie. C'est assez particulier comme expérience. Là, on n'avait pas des cartes hardcore, parce qu'on pouvait avoir des cartes dans lesquelles on peut faire un petit câlin, on peut passer, on peut se flatter, on peut se toucher, on peut faire des trucs un peu plus angoissants. Là, c'était un peu soft parce qu'on était à Cannes, mais ça peut jouer dans une forêt dans le noir, ça peut jouer dans une maison, ça peut... Donc, c'est assez particulier dans une petite boîte, donc c'est vrai que... ça repousse un peu les limites de ce qu'on connaît comme jeu là, d'ambiance. Là. OK. Fait que, mais toi, overall, t'as été assez convaincu par l'expérience, ou est-ce que c'est plus comme quelque chose que t'aimerais faire découvrir, mais pas nécessairement que tu prends plaisir à jouer? Je pense que c'est plus une expérience ludique qu'un jeu en tant que tel, mais c'est quelque chose de particulier. Donc, il y a beaucoup de monde qui vont être attirés par l'essai de la chose. Ouais. Je sais pas si beaucoup de monde vont... Tu vas l'essayer une fois. Ouais. Puis, je pense que c'est un jeu, c'est drôle à dire, mais tu vas avoir de l'expérience. Parce que la première fois que tu embarques là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu sais, c'était un labyrinthe, il y avait des trous, des affaires. Là, tu te dis, bon... C'est un peu paniquant, là, tu sais. Puis là, le maître de cérémonie dit, bon, comme dans tout bon film d'horreur, on va commencer à s'introduire dans le manoir avec une équipe de 1. Parce que, fait qu'on rentre tout un par l'autre. Et tu sais combien il y en a qui rentrent, tu sais pas combien qui sort. C'est bien. Donc, ça sera à tester. Les gars... On ferme les lumières et on passe. Ouais, on joue. Ah oui, allez, c'est impossible. Faut qu'on tente ça après. Ah, mais non, mais 3. Mais Benji a peur. C'est de 6 à 12. C'est ça peut-être qui est un peu limitatif, effectivement. Ça, je pense que je vais le prendre au week-end. Oui. Après, on va les sonner dans les différents appartements de l'immeuble et puis on va se trouver. C'est pas sûr qu'on arrive à re-rentrer dans notre appart après, c'est le problème. On va dire, non, mais ça fait partie d'un jeu. Tu sais, mais au-delà de la blague, on en a parlé un petit peu. Alors, c'était Florent de Gregame qui faisait le maître de cérémonie, ce qui est aussi angoissant par ailleurs, puisque Florent mesure son bon 2 mètres pour un 100 kilos de muscle derrière. Quasiment. Et puis on en a parlé parce que David et Matt étaient assez motivés pour le faire, mais en l'occurrence, au final il y avait pas de table disponible. Moi, je suis terrifié de ce genre d'expérience. C'est vraiment un truc que je ne veux pas faire parce que ça me fait authentiquement peur. Et quand tu en parles comme ça, mais je pense que je serais sorti en fait. Il y a vraiment un truc qui m'angoisse là-dedans dans le tableau que tu décris, ce qui ne veut absolument pas dire que c'est pas une bonne expérience du tout. Et j'avoue que la façon dont t'en parles m'intrigue beaucoup. La façon dont Flo nous en avait parlé était déjà extrêmement intrigante. Donc je serais curieux d'avoir encore beaucoup d'autres tours pour cette expérience, mais par contre moi je sais que c'est un no-go direct quoi. Putain, ça fait peur. Oh là là, mon Dieu. Martin qui dit putain, c'est beau ça. C'est beau ça, hein? Ouais. Moi je vais faire une expérience sur un jeu que je sais pas le titre.
Puis j'en parle parce que t'es là. Okay, parce que c'est un jeu qu'on a essayé. Oui, mais parce que c'est un jeu qu'on a essayé chez Randolph. Okay. C'est vrai qu'on a eu pour le coup, on est arrivé chez Randolph, on était explosés. On avait rendez-vous à 17h, c'était la fin de la journée. Donc ça fait 3 jours qu'on est là, qu'on dort assez peu, qu'on enchaîne les rendez-vous, etc. Et puis on attendait, on était en retard. Non, d'ailleurs, lui était en retard, nous on était en avance. On le voyait jouer à des jeux d'ambiance. Là, mon Dieu, moi je faisais la gueule comme pas possible. Et même David hésitait en disant mais qu'est-ce qu'on va nous montrer, Et en fait, on a passé un super moment sur le stand. Mais est-ce que tu pourrais pas spoiler mon truc? Oui, c'est moi qui qu'on a passé un super moment. C'est comme ça que ça se passe. Okay. Ouais, c'est clair. Non, mais moi, ce que j'adore dans les jeux, c'est quand quelqu'un me fait un pitch, puis je fais genre, puis qu'à la finale, tu sais, je suis convaincu à la fin. Puis, alors, pour de vrai, le jeu n'a pas de nom de ce que nous a dit la personne chez Randolph. C'est un jeu où t'as des formes. Oh mon Dieu. Crackers. Et, ouais. J'ai dit des jeux qui n'existaient pas, puis tout arrive avec une expérience de jeu qui n'existe pas encore. Exact. Non, mais, Thomas Dagenet l'Espérance. Oui, c'est ça. Il n'y a pas encore de titre, mais officieusement, il s'appelle Divination. Ouais, Divination, c'est ce qu'il nous avait dit, que c'était un peu le working title. Il nous a montré les différentes directions artistiques, voir ce qu'on pensait. Benji a adoré celle avec les craquelins. Il a dit ça me parle. Les craquelins, c'est les craquelins. Avec des Ritz. J'ai dit non. J'ai dit non, ça non. Mais bref, pour faire un pitch rapide, il y a plein de formes vraiment aléatoires, et puis on met genre 4 noms, 4 mots au bout de la table, et puis en fait on va c'est de l'association d'idées, mais ce qui est fou, je me disais, je pense que j'ai jamais eu ça dans un jeu, c'est que on va jamais, il y a pas une personne qui doit faire deviner un mot. C'est un jeu collaboratif, et puis imaginons, il y a les mots genre table, je sais pas, bébé, chien, et puis maison hantée, je sais pas trop. Il y a ces 4 mots-là au bout de la table, puis moi, en prenant une forme, notre action en auto, c'est soit on place une forme, soit on va déplacer une forme qui a déjà été placée, ou soit on va la retirer de l'aire de jeu. Et avec ça, c'est simplement que, je vais dire, exemple, imaginons, moi, j'essaie de faire devenir bébé, je vais peut-être juste prendre un rond. Puis le rond, moi, je vais essayer d'imaginer, c'est comme une tête. Donc, moi, dans ma tête, je vise un peu bébé. Mais peut-être qu'après ça, David, c'est à son tour, puis lui, il va mettre une forme, il va la coller, puis en fait, lui, il pense à maison hantée, puis il dit, mais c'est la lune, puis donc, ça va être ici. Et éventuellement, plus la partie va avancer, plus on va essayer de se caler sur la même idée, bien sûr, sans jamais se parler. Et puis, vraiment, quand il nous a expliqué le pitch, je disais, mais moi, ces trucs, là. Puis là, tu voyais les gens crier et tout. Mais quand tu vois tout le monde qui, d'un coup, se regarde puis se dit, moi, je suis prêt, je pense que je sais ce qu'on va dire. Puis là, il faut qu'on soit sûr que tout le monde soit prêt, puis on fait 1, 2, 3, puis on pointe, pardon, non, il faut dire, on nomme le mot qu'on pensait le juste. nom, le numéro aussi, pour dire, exemple, 3, la 3e carte et maison hantée, par exemple. Et c'était hilarant de voir à quel point on était tous sûrs de savoir quelque chose. C'était clair dans notre tête. Puis tu dis, exemple, 1, 2, 3, lapin, ou non, c'était bébé, dans mon exemple. 1, 2, 3, bébé, puis finalement, c'était pas du tout ça. Puis en fait, c'est ce qu'on se dit par après, c'est presque la discussion autour de mais pourquoi t'as pensé ça, qui était plus fun. Puis je me disais, ça, c'est le genre de truc que je pourrais jouer vraiment avec mes groupes d'amis, tu sais, un peu en apéro. Après, je pense, là, il était vraiment encore en phase dev. Oui. Mais juste l'idée de, on choisit un mot au fur et à mesure que la partie avance, et c'est celui-là qu'il faut tout qu'on se cale dessus. J'ai trouvé ça tellement brillant. Il y avait un truc un peu à The Mind, tu sais, il y a quelque chose comme presque télépathique qui embarque, puis là, on le fait, bien sûr, avec l'aide des formes, mais limite, le jeu de déplacer les formes, c'était secondaire. C'était vraiment à quel moment est-ce qu'on est tous sur le même mot, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, je sais pas si tu peux nous en dire plus, ou si tu sais, donc tu sais l'auteur. Thomas Dagenet, c'est le concepteur des cryptos. Exact, c'est ça, exactement. Donc, oui, il y a cette finesse-là dans son développement. Ouais. Et on part d'une idée très simple à la base, mais ça. Quand tu joues, tu t'aperçois que, finalement, c'est drôle comment tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Non, c'est ça. Puis des fois, c'est surtout dans l'explication après. Ben oui, on voit c'est clair là, ça c'est une anse, puis tu vois bien que c'est une tasse de café. Ben non, là, tout le monde s'assine. Ça nous est arrivé, mais exactement ça. Et puis surtout, ce qui est assez fou, c'est que finalement, il n'y a pas un sens. C'est-à-dire, on est chacun autour de la table et on a une perception différente de la forme. Donc, suivant où on est placé, on va peut-être voir un lapin, mais de l'autre côté, on va voir, je sais pas, une chaise ou un tabouret. Puis c'est ça aussi qui est assez marrant. Puis t'essayes finalement de te tourner en disant, mais lui, il sait. C'est quoi son angle de vue? Et moi, je sais pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il voit, lui? Donc, tu tortilles un peu sur ta chaise. Puis justement, ce que j'ai dit à la personne de Randolph qui nous l'a expliqué, c'est que je disais, mais en fait, c'est parfait pour Randolph. C'est parfait pour dans un bar à jeu. Tu commences à expliquer ça, t'es 5-6 autour de la table avec 2-3 bières, puis pourquoi t'as vu ça? Puis je me disais, mais c'est pour ça que ça m'a vraiment convaincu. Et puis même j'adore quand un jeu, on part de rien, puis
ça m'a surpris. Donc ça, c'est mon expérience. On avait même prévu de mentir au type qui nous le présentait en disant, écoute, tu sais, on l'avait vu un peu jouer avant, on a dit, tu sais, c'est pas des jeux pour nous, quoi. Ouais. Puis en fait, on était tellement fatigués que moi j'ai fait la vanne de dire, avec plaisir, présente-nous ce jeu. Et en fait, avec grand plaisir. Et en fait, on s'est éclaté. Tu me dis la même chose en rentrant. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était mon expérience. À toi, David. Magnifique. Nous, on n'a pas beaucoup joué en fait cette année, parce qu'on a enchaîné, les surtout aujourd'hui. J'en ai programmé peut-être un peu beaucoup, mais au moins ça nous donne de l'expérience pour les futurs événements, les futurs festivals. Mais on a commencé quand même mercredi. Oui, c'était mercredi. Non, jeudi matin. On a joué tous les trois avec une personne de chez Blowcocker au Dernier Droïde. Donc ça s'appelle Les Derniers Droïdes. C'est un jeu qui va sortir seulement en septembre 2025. Comme l'intégralité des jeux qu'on a joués. Alors c'est vrai, la plupart des jeux qui ne sont pas encore sortis et puis qui nous font de l'œil, eh bien sont programmés ou annoncés pour septembre 2025. Ouais. C'est un jeu, donc comme je l'ai dit, chez Blowcocker, de Fabien Gridel, et on l'a joué en 2 contre 2, donc en équipe. Alors on peut le jouer de 1 à 4 joueurs en équipe ou individuel, mais là c'était plutôt sympa. Le concept c'est une collection de cartes, objectifs, gestion de ressources pour construire des droïdes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à notre tour, par exemple, on va prendre 2 cartes. Donc il y a 2 pioches dans la boîte, parce qu'on met les pioches de cartes dans la boîte de jeu. On va prendre 2 cartes. On va regarder avec notre coéquipier quelle carte on va garder et quelle carte on va lui donner, parce que forcément on va faire des collections qui intéressent. Moi, j'ai un objectif de collection et puis mon coéquipier a un autre objectif de collection. Et puis ensuite, une fois qu'on a réparti ces cartes-là, la boîte de jeu va tourner d'un quart de tour, et puis là je vais prendre cette fois 2 cartes, mais je vais en garder une pour moi et je vais en donner une à mon adversaire. Et c'est là finalement où c'était très intéressant, c'était qu'on se retrouve avec des cartes qu'on a souhaitées parce qu'on a discuté avec notre coéquipier, puis d'autres cartes qu'on n'a pas forcément envie. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut soit les construire, soit les défausser pour obtenir des ressources pour pouvoir construire de futurs droïdes. Et ça c'était super intéressant. Et puis on a aussi des comparaisons avec notre adversaire d'en face, où il y a des majorités aussi qui se créent. Donc franchement, j'ai été bluffé. J'avais jamais entendu parler de ce jeu-là. Puis j'ai beaucoup aimé notre partie. Là, on est vraiment dans de l'initié, mais très accessible, mais quand même bien joueur. Donc top, vraiment. Question pour toi, David, parce que c'est probablement le jeu qui m'a été le plus référé. À chaque fois que je pose la question, quel jeu vous a surpris à Cannes, j'ai souvent des réponses différentes, et c'est le seul qui est revenu de façon récurrente. Donc, je suis surpris, je l'ai pas vu encore. Et là, tu parles de 1 à 4 et un jeu en équipe dans lequel la boîte tourne. Donc, comment ça se déroule à 2, comment ça se déroule en solo, vous l'avez probablement pas vécu. Mais j'imagine que c'est une expérience qui est optimale plus en équipe à 4. Alors, c'est ce qu'ils nous ont dit, effectivement, c'est qu'à 4, ça rajoute ce côté... Attends, quand tu dis c'est ce qu'ils nous ont dit, c'est ce que Fabien Gridel nous a dit lui-même. Donc il a optimisé, mais qui fonctionne aussi très bien en individuel, et ça, j'ai pas de peine à le croire. Seulement, il y a chaque phase finalement de pioche, on va toujours échanger une carte avec un adversaire, et c'est là où, quand on joue en équipe à 2 contre 2, c'est qu'il y a une alternance justement entre le partage de cartes entre un adversaire et entre un coéquipier. Après, le mode solo, alors j'ai aucune idée. Mais il y avait aussi, il nous avait montré que sur certaines cartes, il y avait des petits droïdes. Alors sur toutes les cartes, il y a effectivement des droïdes qui sont représentés au dos, et puis il y a aussi des annotations qui sont pour le mode solo, de l'autre côté, qui sont dédiés au mode solo. Puis il a dit, vous en tenez pas compte. Mais après, à 2, on reste simplement l'un en face de l'autre, et puis là on n'est plus du tout en équipe. C'est vraiment j'avoue que c'est un peu triste d'aller dans un salon à Cannes pour aller tester un jeu en solo. ça effectivement. Il y en a pas beaucoup, Mais l'hypothèse qu'on fait, la remarque que tu fais, Martin, est hyper intéressante, parce que on a l'impression que le jeu est super en fait, mais il apporte pas quelque chose d'original si tu mets pas le jeu en équipe. C'est clair. C'est-à-dire que dans le fond, c'est ça. c'est ça, parce que à jouer seul, il tourne très très bien. Encore une fois, c'est
c'est une belle réussite, hein, mais ça n'est que un système de jeu de draft où tu choisis est-ce que je garde, est-ce que je garde pas les ressources pour ensuite construire pour faire du scoring. Par contre, le système de jeu en équipe apporte une vraie dimension complètement neuve. Moi qui m'inquiétais un tout petit peu parce que la seule expérience que j'avais comme ça, c'était la Familia. Ouais. Puis pour le coup, ce que moi j'ai du mal avec ce genre de jeu, c'est que j'ai l'impression que ça crée de l'analysis paralysis parce que t'as ton analysis paralysis à toi, l'analysis paralysis de ton collègue, et en plus tu la mélanges parce que tu discutes. Ah, tu penses que c'est cette carte-là qui est la mieux? Ah, je pense pas. Attends, laisse-moi réfléchir. Puis alors quand c'est des lents en face, c'est un cauchemar. Ouais. Et pour le coup, avec ce jeu-là, c'est pas si présent que ça parce que malgré tout, les enjeux sont moins importants que dans la Familia, et donc on n'a pas eu cette impression de ralentissement. Je tiens à préciser que pour le coup, David n'était pas le plus lent, ce qui est quand même suffisamment rare pour être nommé, et que c'était ce fameux Will avec qui on jouait de Blue Cocker, qui pour le coup était un peu plus lent, mais ça n'a pas ralenti le jeu d'une manière pénible ou désagréable, et ça crée du coup quelque chose de très nouveau qu'effectivement le mode solo, je pense, n'apportera pas forcément, quoi. Ouais, donc j'aurais l'impression que c'est vraiment une très belle réussite à 4 joueurs, et pour le reste ça reste un bon jeu mais moins original du coup. Je vais faire une petite transition parce que c'est vrai que toi t'as la casquette aussi éditeur, mais moi je me demande pourquoi est-ce qu'un jeu comme ça on ne pourrait pas juste dire écoute, nous c'est un 4 joueurs, c'est du 2 contre 2 puis voilà. Mais ça c'est un peu se tirer une balle dans le pied pour un jeu, mais après je me dis c'est pour quelqu'un qui exemple placé à 3 en versus puis il dit ouais, je comprends pas pourquoi tout le monde m'en parle, mais t'as pas vécu la même expérience de jeu. Tu sais, c'est comme si tu fais un mode solo pour Antise. Je suis comme, peut-être que tu peux écrire 1 à 12 sur la boîte, mais qui veut jouer tout seul dans son coin, tu sais? Sans doute pas Benji, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est une bonne question, bravo. C'est rare. Non, mais c'est vrai que pertinent, effectivement. C'est un débat que j'ai avec à peu près tous les éditeurs européens, qui ont tendance à garder cette pureté-là du design, non, de dire, non, j'ai pas de problème à mettre un 3 à 4 joueurs, j'ai pas de problème à mettre un 4 joueurs. Tu vois, quand tu vas sur BGG, t'as le nombre de joueurs et t'as toujours best A. Ouais. Si on suit cette tendance-là, il y aurait juste ce chiffre-là qui serait sur la boîte. Mais je pense que c'est quand même important de rendre le jeu accessible à un plus grand nombre de joueurs. Le solo est rendu maintenant la première question. Tu fais un Kickstarter, la première question qui va apparaître sur le fact, c'est y a-t-il un mode solo? Ouais, c'est clair. Systématiquement, le monde veut pas nécessairement vivre la même expérience, mais même être capable de le sortir pour le jouer. Puis je pense que le monde le savent. Par contre, j'aimerais ça que sur les boîtes, on le voit de temps en temps, ça dit, mettons, 2 à 4 joueurs, puis à l'endos, tu vas dire variante solo disponible. Oui. Donc là, tu sais que c'est une variante, que c'est pas tout à fait la même expérience, mais ça te permet de le jouer. Ouais. Donc il y a moyen de le communiquer, mais présentement, je pense effectivement que, au niveau des ventes, c'est sûr que c'est plus simple. Quand tu mets un 1 sur une boîte, forcément, si tu l'achètes, t'as au moins un joueur. Ouais. Est-ce que tu l'achètes? C'est vrai que c'est intéressant parce que finalement on avait eu cette réflexion, je me rappelle plus pour quel jeu, mais où tu disais Matt, oui mais sur BGG c'est marqué best à 4 et puis nous on est que 3, et en même temps c'était quand même pas marqué not recommended à 3 finalement. Oui, c'était Kutnara, je crois. Ouais, c'est possible, ouais. Et puis ce serait probablement pour moi aller trop loin que de garder que le best, alors que finalement tu peux quand même avoir une belle expérience de jeu à 2 ou à 3 avec un jeu qui est le best à 4 malgré tout. Exact. Et il y aurait peut-être le not recommended à exclure pour le coup, parce que y a rien de plus pénible sur un jeu qui vraiment apporte une super expérience à 3-4 et qui par contre à 2 tourne pas quand on te dise un 2-4, mais par contre de pas exclure non plus des expériences qui sont quand même pas désagréables ou qui permettent quand même de profiter de la mécanique du jeu finalement. Vous allez me faire chier avec ça, je le sais, mais je vais encore parler de Naishi. Mais quand nous on était dans le... Mais laissez-moi faire... C'est pour ça qu'il faut que je fasse un autre jeu, comme ça je peux parler d'autre chose. Mais en fait, dans le développement du jeu, nous, on a présenté le jeu comme étant un 2 joueurs. Puis c'est vrai qu'il y a eu la question à un moment, Merle me disait, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un 2 à 4? Puis moi puis Alex, on a vraiment essayé de forcer le truc à dire, mais c'est pas le même jeu. Surtout que tu commences à changer ce truc de frontalité, ça devient plus le même jeu. Puis moi, je préfère dire, écoute, on a pris le parti pris. Après, tu me diras 2 joueurs, c'est peut-être plus facile à vendre que dire un 3 ou un 4 strict. En tout cas, t'es pas le seul à faire du 2 joueurs. C'est clair. Non, tous les jeux cette année sont 2 joueurs. Vous aimez bien, et surtout vous, quelque chose team à 2, vous aimez ça, vous autres. Exactement, c'est bon, ça. En tout cas, moi, c'est juste quelque chose que je me suis toujours demandé, mais encore, moi, j'ai pas le point de vue commercial. Puis j'imagine, c'est surtout pour ça que c'est comme ça. Mais je me dis, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient passer à côté de les derniers droïdes parce qu'ils l'ont pas joué dans sa version optimale, qui est comme ce qu'on vient de dire, ce qui change. Parce que vraiment, je sais que David l'a expliqué très bien d'ailleurs, mais le truc de
Là, maintenant, on s'aide. Le tour d'après, je t'aide pas. Là, on s'aide. Là, le tour d'après, je t'aide pas. C'est vraiment, en fait, c'est comme si t'as du coop qui devient du compète, entre les tours. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment... Puis c'est ce que Fabien nous a dit. Il dit non, faut vraiment jouer comme ça. Ouais. C'est ça qui est fun. Donc, c'est cool de voir que t'as la possibilité de le faire. C'est clair. Mais ça, c'était prévu, donc tu l'as dit, septembre. Donc, c'est vrai que c'était la mode, cette année. Septembre. On se trompe pas. Ouais. Je tiens aussi juste à souligner en tout cas à titre personnel, j'ai trouvé un très bon travail d'illustration de Anne Heitzig, qui vraiment les droïdes, même la couverture de la boîte. Oui, c'est aussi ça sans doute qui nous a un peu attiré. Aussi la présence de Fabien Gridel, je pense, a aidé. Mais c'est vrai qu'on s'est dit tiens, qu'est-ce que c'est ça a l'air plutôt intéressant. C'est juste. Donc ça aide quand même pas mal sur un salon en plus. Puis même l'idée en fait de ces derniers droïdes qui sont en fait, il faut comme qu'on recycle ces anciens pour en refaire des nouveaux. Puis c'est comme un post-apo mais qui est pas trop déprimant, c'est presque cute. Il y a un petit côté presque chou. Je sais pas, j'ai trouvé ça assez original. Benji? Je sais pas de quoi vous parlez, en fait. Tu veux pas nous parler de ton gros coup de cœur que tu viens de jouer aujourd'hui, que tu nous as dit, joue, tu dors? Je pense, ouais, c'est un jeu enfant. Non. Ouais, je vais vous parler de Pandaspin. Je pense effectivement, moi, je pense que j'ai eu 3 coups de cœur, dont celui de David, les nouveaux droïdes. L'autre, c'est. J'ai cru que c'était les derniers. Comment j'ai dit? Trompé. Les derniers. Je n'ai jamais réussi à retenir ce titre. C'est effrayant. Les nouveaux droïdes. Les anciens droïdes. Tag Team chez Skyteam, chez Skyteam, oui, merci. Chez Scorpion. M'a beaucoup plu aussi, mais peut-être qu'on en reparlera. Et on en a testé un aujourd'hui, l'avant-dernière expérience de la journée, c'était Pandaspin qui est chez Matago, qui est une localisation d'un jeu qui a été sur Kickstarter l'année dernière, qui est disponible sur BGA, et d'ailleurs il faut tout de suite qu'on se lance des parties de BGA. C'est un jeu de pli et de défausse, mais pas à 2 joueurs, donc c'est sa seule originalité, parce que par contre pli, défausse, 2 joueurs, c'était vraiment les mots-clés de ce festival de Cannes, c'est assez flippant presque. Alors comment j'essaie de vous pitcher ce jeu là maintenant tout de suite avec la fatigue, mais en gros vous allez avoir un système où la première personne qui va mettre une figure classique, donc une paire, une double paire, une suite, un brelan, etc., impose cette figure pour tous les gens derrière. Si je mets une paire, tout le monde est obligé de mettre une paire derrière. Vous pouvez pas changer ce truc-là. Par contre, vous devez mettre une paire plus grande, et puis c'est à la fin celui qui a, je vais peut-être changer ma figure pour que cette phrase continue à être audible, celui qui a un brelan, qui a le meilleur brelan à la fin du tour, gagne la manche. C'est comme au président ou mais tout le monde dit ça, mais putain, moi je me rappelle plus le président. Ou Gang of Four par exemple, qui est un jeu qui existe depuis fort longtemps et qui est ou comme plein de jeux au final. C'est vrai que ce truc de c'est juste que tu peux pas surenchérir, ce que moi je suis fait faux. C'est-à-dire que tu peux pas mettre un brelan sur une paire. Exactement. Il faut que tu restes dans. Donc si tu as l'as, le double as, après non, il y avait cette histoire de 2. Ça finit par 2. Mais oui, bref, une fois que tu as la meilleure carte, personne peut te battre. Tout à fait. Et puis le principe c'est que si vous gagnez le pli, vous défaussez vos cartes, et puis ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'objectif c'est de défausser l'ensemble de ces cartes. Si vous ne gagnez pas le pli, vous allez retourner vos cartes, les reprendre chez vous, les spinner, les spinner exactement, et la carte change. Et devient, elle change de valeur. Elle change de valeur. Elle peut doubler, c'est-à-dire qu'au lieu d'être considérée comme un 7, elle va être considérée comme 2 7, et donc comme une paire de 7. Okay. Elle peut tripler, considérée comme un triple 7. Et puis il y a 3 pouvoirs par ailleurs que je vous décris pas, que tout à coup elle peut se mettre à avoir. Et donc, vous allez avoir un système comme ça où, malgré la défaite, vous allez pouvoir améliorer votre deck au fur et à mesure des défaites que vous allez avoir. Et par ailleurs, quand vous allez rejouer... Je peux juste te créer juste un petit truc que je pense qu'il va peut-être... Parce que quand t'as dit retourner la carte, souvent je pense que les gens pensent... Là, on parle de... Comme dans Scout, de la... C'est la retourner à 180 degrés. Exact, de la montée inversée, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, par ailleurs, dans les parties suivantes, donc en fait, la carte de départ, elle a le haut de la carte est blanc, et quand vous la retournez à 180 degrés, elle devient bleue. Quand vous allez ensuite faire des plis, si vous perdez un pli, mais que dans ce pli que vous perdez, il y a une carte bleue, alors vous défaussez l'entier de votre main. Et donc, il y a un intérêt à perdre quelques plis pour avoir des cartes bleues, pour pouvoir ensuite défausser des plis, même si vous ne gagnez pas votre pli. Voilà, ça klaxonne, les gens sont contents. C'est la folie. Pandaspin. Et donc, Pandaspin. C'est l'auteur, il adore. Et alors là, pour le coup, les sensations de jeu que ça crée, elles sont absolument extraordinaires, je trouve, parce que vous avez une vraie montée en puissance dans votre deck, parce que les cartes deviennent beaucoup plus fortes. Ça vous garantit pas du tout la victoire, parce que le problème, c'est ce qu'il nous disait, c'est que si vous avez tout à coup une carte qui devient un brelan de 5, derrière, il faut que les autres joueurs sortent des brelans, parce qu'il faut bien
pouvoir poser ce brelan, donc c'est pas sûr que vous gagnez. Mais ce système-là de blanc et bleu est hyper original, je trouve, et ça crée de la tension extrêmement importante, avec un jeu qui fonctionne très très bien, des petits pouvoirs qui vont en plus vous rajouter comme ça un certain nombre de points de victoire potentiels, de façon de scorer, etc. Et moi j'ai été absolument enchanté de la partie qu'on a faite à 4. En l'occurrence, je pense qu'il se joue de 2 à 4, si j'ai pas de bêtises. Il se joue de 2 à 5 même. De 2 à 5, magnifique. Et en termes de jeu de pli, c'est un jeu de pli où je me suis pas senti trop nul, en plus, parce que du coup, il est un peu différent par rapport à un jeu de perdre, en fait, ça t'améliore quand même. Donc. Et c'est ça. Et il y a vraiment cette sensation de, putain, ton deck devient de plus en plus cool à regarder, même si, encore une fois, ça te garantit pas du tout la victoire. Est-ce que tu as dit comment ça finit puis comment tu fais des points? En fait, si tu as fini ta main, tu regardes le joueur autour de la table qui a le plus de cartes. Donc, exemple, toi, t'as fini ta main, et puis, David a 5 cartes, moi j'en ai 4, ça veut dire que tu fais 5 points, étant donné que David a le plus. Par contre, après, les autres joueurs continuent aussi à jouer. Et Marc, et là, il y a une sensation pour ceux qui ont joué à Vélonimo de Bruno Catala, on retrouve certaines de ces sensations-là. Alors, Vélonimo est beaucoup plus familial, beaucoup plus simple. Là où on a plus quand même on va beaucoup plus loin avec oui, bien sûr. Avant, tu parlais, Mathieu, de l'auteur. Je viens de voir que l'auteur est Karl Schudig, qui a fait Red Seven. C'est un jeu dont j'ai parlé depuis plusieurs années maintenant et que j'ai beaucoup aimé. Il faudrait que je le ressorte d'ailleurs à l'occasion. Mais c'est surtout, d'habitude, il fait des gros jeux. Il a aussi fait, t'as pas les autres? Parce qu'il nous a fait le pitch, c'est Karl Schudig ou... je sais pas, j'ai envie de te laisser avec ça par ailleurs parce que tu le prononces vachement bien. Ça me fait plaisir. Schudig. Non, le pire, c'est que je pense que c'est vraiment ça, c'est Karl. Il a aussi fait Innovation. Là, voilà. C'est pas le fameux jeu de 2011 dont Simon Dupastan est archi fan. Oui. Puis pendant longtemps, ça a été un jeu, c'était un peu une relique, trouver une boîte de ça et tout. Donc c'est drôle, le gars, il fait des gros jeux puis petits jeux de cartes. Donc, mais c'était pas un gros jeu. Non, c'était Innovation. Un jeu de cartes. Moi, j'ai joué à ça il y a longtemps, puis dans ma tête, c'était un gros jeu. Et puis pour le coup, Pandaspin, je dirais pas que c'est un petit jeu de cartes, parce que c'est quand même... Non, pardon, mais je l'ai dit une petite boîte. Il est quand même assez gamer, je pense. Et puis alors, quand tu commences à le connaître, il devient sacrément gamer. Et je pense que... c'est le dernier jeu qu'on a fait quasiment, mais je pense que c'est mon coup de cœur de Cannes cette année, clairement. Ça me surprend tout le temps, moi, à chaque fois. Combien de jeux de pli a été édité dans les dernières années? C'est incalculable. Surtout que tout le monde dit les éditeurs en ont marre, ils veulent plus faire des jeux de pli, puis à chaque année t'en as d'autres. T'en as tout le temps qui arrive et malgré tout, tu peux être encore surpris par une petite twist, une petite mécanique parce que ça n'a pas tout réinventé, mais là, ce que tu me décris, j'ai le goût d'aller le découvrir. Oui. Franchement, moi, je suis fasciné à chaque fois lorsque ça arrive après des années, puis là, on dit, mon Dieu, il trouve encore le moyen de réinventer un jeu de cartes. Fasciné. David a dit quelque chose de hyper intéressant à la fin de la partie, c'est qu'il disait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces jeux de pli que c'est fun. On est fatigué, donc on s'envoie beaucoup moins chier que d'habitude. Non, mais c'est fun. C'est quelqu'un de génial. J'allais le dire, donc c'est bien, je te laisse. Non, mais c'est ce qu'il disait, c'est fun des fois, il y a des jeux qui sont fun à faire découvrir des jeux de pli. Alors nous, on est pas, David un peu, mais nous, on n'est pas les plus grands fans de jeux de pli, mais tu sais, par exemple, l'exemple qu'il a donné, c'était Lose. Je sais pas si tu as joué à Lose, que c'est ce jeu de pli où tu joues avec tes cartes à l'envers. Fait que toi, tu vois pas tes cartes, un peu comme Anabi. Mais les autres, ils les voient. Fait que mais ton voisin, il va les placer dans l'ordre. Fait que tu sais que, par exemple, celle-ci, c'est ta plus forte, Toi, tu vois les couleurs, mais tu vois pas les valeurs. Par contre, tu vois les valeurs des autres. C'est ça. Donc, t'as un peu ce truc qui est intéressant. Puis, tu sais, quand tu montres aux gens qui sont fans de jeux de pli, ils ont, c'est fou, on joue à l'envers. Mais t'as pas nécessairement, en tout cas, personnellement, moi, j'ai pas eu un plaisir de me dire, j'ai envie de faire ça en partie. Mais avec Pandaspin, c'est ça. Les enchaîner. Pandaspin, il y a vraiment eu ce truc de dire, mais ça, c'est le truc que j'aimerais qu'on arrive au point de se dire, tu poses cette carte-là, je sais ce que ça veut dire, machin, puis tu sais, de vraiment les enchaîner. C'est vrai que ça arrive pas tout le temps. Il y en a un autre jeu de pli qu'on a fait, je sais pas si je vais en reparler, mais celui qu'on a fait juste à la fin de la soirée, que j'aimerais bien parler. Mais est-ce que tu as un autre jeu pour qu'on puisse faire un deuxième tour de table ou deuxième rapide? J'ai eu la chance d'essayer de tester un jeu qui m'avait été proposé pour faire l'édition. Malheureusement, j'ai pas été assez vite. Et c'est Agent Avenue. Je sais pas si vous avez eu la chance de le tester. Je sais que on l'a pas testé. Ils nous en ont parlé chez Yellow effectivement et on l'a, mais on l'a pas testé. Parce que l'auteur était sur le salon, il est venu me présenter ses prochains prototypes. C'était quelqu'un d'assez brillant. C'est celui qui a fait Mindbug entre autres. Garfield. Comment? Richard Garfield. Non. Christian et Laura Kudal. Mais c'est Garfield qui a fait. Pardon. Mindbug, c'est Garfield. Bref. Mais c'est un jeu très simple, donc 2 joueurs. C'est un jeu de 2 joueurs, un jeu de cartes effectivement, dans lequel on va. C'est un
I cut you choose, donc je mets des cartes, tu choisis, mais donc on va se faire un set collection et on va progresser sur 3 types de valeurs, et c'est un jeu dans lequel on a un petit plateau, donc c'est une course à 1 contre donc c'est deux jetons qui vont avancer, qui vont tourner sur un petit plateau, et on essaie de rattraper l'adversaire. Très brillant, très simple, tactique, rapide, avec des petites cartes de twist qu'on peut ajouter par-dessus qui va pimenter le tout. Un plateau réversible aussi avec deux types de possibilités. Ouais. J'ai été surpris. Moi, je suis maintenant surpris par la simplicité. Plus la règle est simple, et plus je trouve ça brillant quand on peut mettre ça à sa plus simple expression. Et c'est ça qui fait ce design-là. Je suis ces projets parce que je trouve qu'il y a pas de surplus, un peu comme dans Paolo Mori, qui fait ces choses. Il y a pas d'extra. Tu joues à ça, c'est clean. Puis là, tu dis, ok, j'ai compris là. C'est clair. Fait que essayez ça, les gars. Vous allez bon, c'est un 2 joueurs. Vous êtes 3. Il y en a un qui regardera télé durant ce temps-là. Mais c'est pas mal. Qui fera un solo de hantise. Tu sais, c'est marrant parce que là, devant les yeux, j'ai la version originale de chez l'éditeur. Attendez, je l'ai plus là. Nerd Lab. En fait, c'est un 2 à 4 joueurs. Et sur la version française de Yellow, c'est un 2 joueurs uniquement. Et c'est vrai que sur BGG, quand tu regardes les recommandations, c'est vraiment du 2, 3 déconseillés et 4 ok, allez-y donc un peu. C'est exactement ce qu'on disait. Je pense qu'il y a eu une décision qui était prise de dire bah non, finalement c'est un vrai 2 joueurs. Qu'un 2 joueurs. C'est drôle, hein, parce que vous avez probablement pas écouté ma dernière montée de lait au Canada Karma dans le podcast. Mais montée de lait. Ça me donne une vision cauchemardesque. Tu veux que je te montre? Non, je suis déjà dans la tête, je vais avoir du mal à dormir. Solstice, c'est ce qui est arrivé au Québec. Donc, c'est un 2 joueurs en France et un 1 à 2 joueurs en Amérique du Nord. Et la règle est rédigée en anglais pour le 1 à 2 joueurs, mais dans la règle française, c'est seulement 2 joueurs. Bref, il y a eu... Ouais. J'imagine un peu ce qui est arrivé. Mais c'est intéressant parce que le pire, c'est que... Je sais exactement ce qui est arrivé. Pour le coup... Ah bah, je sais pas, moi, par contre. Mais t'as juste à écouter l'épisode de Martin. Bah non, mais je l'ai écouté, l'épisode, mais tu l'as pas dit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Le jeu, c'est à la base d'un 2 joueurs en France. Ouais. Et là, nous, on nous a demandé, êtes-vous intéressé à le faire en anglais pour les États-Unis? On dit oui, ça nous intéresse, donc on a un marché pour ça. On va nous-mêmes au bureau traduire la règle. Et les États-Unis ont dit, nous, pour les États-Unis, j'aimerais ça. Est-ce que c'est pas un joueur, ça nous intéresse? Donc, oui, on va en faire un. Il y en avait déjà un sur la table. On décide de le mettre. C'est une variante complètement. C'est un autre jeu. Là, ça se joue avec d'une autre façon, mais ça fonctionne. C'est un puzzle game quand tu joues en solo. Et donc, dans la règle anglaise, il y a toute la règle en anglais et un petit encart en bas qui dit « Voici comment jouer en solo ». Et sur la boîte, c'est marqué 1, 2 joueurs. Mais ils ont pris tout simplement la règle française de France, puis qui ont mis donc c'est 2 livrets de règles, un en français et un en anglais. Et ils ont pris le livret anglais avec la règle du solo qui a été faite par nous dans la version anglaise. Et au Canada, ils ont fait une version multilingue, anglais-français. Ils ont juste pris les deux, la France et les États-Unis, ils l'ont mis dans la même boîte, ils ont shaké ça, ils ont mis ça sur le marché, puis ça a donné ce que ça a donné. Alors, c'est pas la raison que moi je pensais. Oui, moi j'imagine que toi t'avais un truc un peu fun derrière. Non, mais de toute façon, moi ça va, je vais garder ça pour moi. Ok. Non, mais je suis curieux d'entendre. Non, on va le dire off. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que je vous entends souvent les Martins dire que l'Europe n'est pas amatrice de solo, et à chaque fois ça me fait bizarre parce que pour le coup, David et moi, en plus, on est très amateurs, et moi j'ai l'impression de connaître beaucoup de monde amateur de solo en Europe, et je me demande s'il n'y a pas quelque chose de générationnel en Europe, avec effectivement des acteurs plus anciens du monde du jeu de société pour qui le jeu de société c'est avant tout de la société, et donc ça n'a aucun sens de faire du solo. On avait eu ces discussions avec des invités plus vénérables du jeu de société. Merci pour la comparaison. C'est pas de toi que je parle, tu vois, justement. Hein. Mais justement des grands noms du jeu de société qui pour le coup ne voyaient aucun intérêt à faire du solo. Nous l'ont dit clairement. Pour moi, je comprends pas le solo, mais j'ai quand même l'impression que cette mentalité a changé dans les nouvelles. C'est à moi. Oui, d'accord.
l'envers, s'il te plaît. Je voulais juste pas te déranger pendant que tu parlais. Dans les nouvelles générations, pour le coup, le solo est quand même plus pensé dès le départ de la construction. Et je me rends pas compte si ça va rester vrai, cette différence entre l'Amérique du Nord et entre les États-Unis, puisque de toute façon vous êtes le 51e État bientôt, entre les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire le monde, et la vieille Europe qui va bientôt mourir dans ses cendres. On n'est pas un podcast politique. Ah oui, écoute, moi je dirais peut-être au niveau éditeur, donc les anciens, toi, qui sont à la tête de maisons d'édition, mais pour les auteurs, typiquement Bruno Catala l'a très bien compris, et je pense qu'il y a le niveau commercial, et typiquement Solstice, c'est une variante solo que lui a développée, sans doute avec Théo. Non, Corentin Lebras. Corentin Lebras. Et c'est pas la même personne, David. Okay. Oui, tout à fait, pardon. Et c'est pas la première fois parce qu'il a déjà sorti des variantes solo de plusieurs de ses jeux qui mettaient après gratuitement à disposition, dont Seven Wonders Duel, qui, à ma connaissance, ne s'est jamais retrouvé par contre dans la boîte. Non, jamais. Et il y avait du matériel un peu en plus à imprimer. J'avais testé. Mais attendons la version peut-être 15e anniversaire, tu vois, ou 10e anniversaire. Mais je me demande si ou autre chose. Le Covid n'a pas un peu changé ça aussi, parce que c'est vrai que pendant le Covid, du coup, des anciens acteurs, là encore, qui étaient pas très fans du solo, se sont mis à proposer du print and play en solo. Exactement, tout à fait. C'est encore effectivement, je te dirais, boudé par la communauté. Les éditeurs, effectivement, sont pas. À chaque fois, moi, j'amène souvent sur la table cet élément-là, et tout le monde dit on sait bien toi avec ton solo. Ouais. Ça fait partie malheureusement des préjugés qui perdurent. Et c'est peut-être effectivement moins présent en Amérique du Nord, où ce qu'on sait qu'on a plus une vision commerciale du produit. Donc on sait que c'est demandé. Donc pourquoi si c'est demandé, pourquoi c'est pas fait? Parce que il y a moyen de le faire. Et on revient peut-être au premier sujet qu'on avait tantôt en disant, si c'est la meilleure configuration, pourquoi marquer autre chose sur la boîte? Et ça, c'est très, très, très présent dans la communauté européenne, où c'est dit, non, mon jeu, je l'ai fait pour un 2 joueurs, c'est un 2 joueurs, ça bouge pas. Ouais. Donc, je pense on coupe un peu les deux sujets là, à ce moment-là. Préparez-vous parce que la transition va être incroyable, parce que moi, je vais vous parler d'un jeu 4 joueurs qui est devenu un jeu 2 à 5 joueurs qu'on a joué à la toute fin. Non, qu'on a joué en solo. Non, nous on a joué un jeu de pli avec David qui s'appelle Candies, Spiders and Leopards. Mais c'était le truc qu'il y avait sur Origame là. Oui. Okay. Alors le Leopards, ce qu'il a dit, c'est léopard en français, si jamais. Ah oui, merci. Merci. Donc c'est. Je l'avais pas. Mais Martin, aide-moi. Martin n'avait pas non plus, j'ai l'impression. Donc, la thématique est complètement éclatée au sol. C'est donc c'est un jeu de pli. Donc encore une fois, on disait que rien d'original. Ouais. Jeu de pli où il y a des petits enfants qui regardent le ciel pendant qu'il y a des bonbons, des araignées et des léopards qui tombent du ciel. Tu viens de me perdre. Ouais. Oui. Moi aussi. Accroche-toi. Franchement. Allez tous voir, hein. Allez voir à quoi ça ressemble. Je sais que t'allais aller tous chier. La violence de David. Non, pas du tout. Loin et puis nous, en fait, la seule raison qu'on y a joué, c'est que, on était avec Adrien et Blandine de Pro Meeples, et Adrien nous disait que Rachel avait il avait demandé à Rachel, c'est quoi tes top 3 jeux du festival, machin. Et sérieusement, vraiment. Il y a quand même précisé, sérieusement, c'est quoi tes 3 jeux. Et puis, elle avait parlé de ce jeu-là. Et donc, on était intéressés parce que vraiment, on dirait un jeu pour enfants, mais encore plus que l'île des Mookies, tu sais. Ça avait vraiment l'air d'un jeu d'enfant. Qui, lui, est pour les enfants. Oui, c'est ce que je dis. Et donc, on arrive là-bas, et tu fais le pitch, et puis déjà, le mec qui nous fait le pitch, il met un manteau de pluie, tu sais, pour se préparer. Pas. C'est parce que ça parle de pluie, il faut dire. Et donc, en fait, ce qui est hyper intéressant avec ce jeu-là, tu disais avant que les jeux de pli, des fois, t'as l'impression qu'ils réinventent pas grand-chose, mais qui peuvent être simples, c'est que tu vas avoir donc des récompenses qui sont sur 9 plis. Donc, tu vas dire, exemple, tu vas les étaler, tu as soit des araignées, des léopards ou des bonbons que tu vas mettre sur la table et tu vas mettre en lot de 3. Donc, tu vas avoir, par exemple, la première manche, il va y avoir un bonbon, la deuxième manche, il va y avoir un léopard, la troisième, un araignée. Après ça, tu as un petit écart, tu fais la même chose pour 4, 5, 6, un petit écart pour 7, 8, 9. Et donc, nous, on reçoit 9 cartes et on va devoir, c'est des cartes qui vont de 1 à 12. Concentre-toi, Martin. C'est des cartes qui vont de 1 à 12 en 3 couleurs. T'as rouge, vert et les bleus, c'est toujours les atouts. C'est un must follow, donc si t'as la couleur, tu dois jouer. Pour le moment, tout est très classique. En fait, tu vas devoir choisir tes Sauf la thématique. Oui, c'est ça.
Tu vas devoir choisir tes 3 cartes pour la première manche, si on veut, tes 3 cartes pour la deuxième manche, tout ça en avance, avant d'avoir joué la première pli. Et donc, tu vas essayer de te dire, attends, parce que là, moi, si je veux des bonbons, puis en fait, c'est quoi ces bonbons-là? C'est juste des différentes façons de scorer. Les bonbons, c'est genre, si t'en as 2 à la fin de la partie, donc à la fin de toutes les cartes, tu vas faire tant de points. Si t'en as 3, t'as 0. Si t'en as 4, ça fait 20. C'est vraiment des scorings éclatés, donc t'essaies de te jauger pour rentrer pile dans le bon score. T'as des trucs qui sont, par exemple, les araignées, je pense, c'est celui qui en a le plus, ben en fait, il y a 0 points. Mais celui qui en a le deuxième, il fait 30 points. Fait que c'est toujours des trucs un peu éclatés comme ça. Fait que tu vas te dire, en regardant le jeu, tu vas te dire, mais moi, j'ai envie de gagner celle-là, mais pas celle-là. Fait que celle-là, je vais mettre mon atout à ce moment-là pour pouvoir gagner. Vachement de programmation, alors. C'est vraiment beaucoup de programmation. Mais contrairement, ce qui est drôle, c'est que le fait que tu coupes avec ces 3 manches, c'est que tu vas être obligé, tu vas dire, mais moi, j'ai pas la couleur dans mes 3 cartes maintenant. Mais dans la prochaine manche qui s'en vient, je vais en avoir de cette couleur-là. Fait que c'est drôle parce que, tu sais, nous qui sont nuls à des jeux de pli, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, t'es sur 3 cartes. Fait que tu peux, ça fait des mini-programmations, en fait. Tes 9 cartes, tu les splits. C'est ça. Puis nous, on a joué, justement, avec Adrien de Promeeple, qui lui est un amateur de jeux de pli et tout. Puis lui, sa frustration, c'était de se dire, j'ai l'impression que j'avais pas de contrôle sur ma partie, sur ce qui allait arriver, tu sais. Mais nous, on a trouvé ça, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça assez ingénieux, encore une fois, un jeu de pli qui m'a assez hypé. Alors, le jeu, je le trouve pas du tout beau, ça me donne pas envie d'avoir ça dans ma collection, mais j'ai trouvé ça assez ingénieux, puis il y a un truc que j'aime moi assez, c'est que il y a 3 cartes dans tout le jeu, c'est des étoiles. Si t'as les 3, t'as gagné. Fait que t'as vraiment ce truc que si t'as la meilleure atout, puis toi t'as 2 étoiles, tu vas dire mais là c'est sûr que je vais la programmer à ce moment-là, comme ça je peux gagner la partie. Mais bien sûr, aussitôt qu'Adrien il a pris 1 étoile, nous on était genre non, il faut pas y laisser l'autre. Fait que t'as un peu cette petite gaguerre que tu vas faire autour de la table. Donc super intéressant. Ils nous ont dit avril, je crois que le jeu allait sortir, donc pas septembre. Non, le 11 avril, ouais. 11 avril, donc vraiment minuscule boîte, je sais pas combien ils vont vendre ça. J'ai pas noté c'était qui l'éditeur. Une quinzaine d'euros. C'était Musoka Studio. Alors c'est pas distribué chez Neoludis. Ouais. Moi j'ai trouvé ça brillant, très franchement, puis beaucoup d'interactions parce que comme tu dis, on va regarder. Toi, on voulait absolument pas que t'aies le dernier léopard parce que sinon tu faisais 30 points. Ouais. Puis si on te le laissait pas, t'étais à 0. Et ben moi j'avais la meilleure carte du jeu, donc j'ai réussi à l'avoir. Mais comme c'est du must follow, même si t'as la meilleure carte du jeu, si quelqu'un joue du vert et que t'as du vert dans ta main, alors là il avait 3 bleus, donc il était tranquille. Je peux faire ce que je veux. Et par contre, si tu te rends compte aussi que sur tes 9 cartes, parce que t'étais premier joueur. Ouais. Si tu te rends compte que sur tes non, même pas, mais il a pu. Si moi j'ai 3 bleus, c'est juste que j'attends. Il a mettre ma 12 en fait, il a pu. meilleure carte direct. Mais ce qui est aussi sympa, c'est que si tu te rends compte que dans tes 9 cartes, en les splittant comme ça, t'as une main qui est vraiment pas terrible et que t'as une chance entre guillemets de ne faire aucun pli, eh bien tu peux prendre une carte qui est une sorte de carte pari. Et si tu fais aucun pli, tu fais 7 points. Par contre, si tu fais une pli, tu fais moins 2 points. Si tu fais 2 plis, tu fais moins 4 points, etc. Donc t'as intérêt à être plutôt... Donc c'est assez drôle quand quelqu'un dit non, moi je vais faire de la merde, puis là nous on veut tout s'assurer pour lui en donner une. Non, c'était la skulking, quand tu décides de faire 0 et puis que tu commences à prendre une pli, malheureusement tu... Donc ça me fait rire parce que c'est vrai que je me souviens on avait joué à Bottle Imp. Puis alors j'avais aimé ça, mais j'étais comme je pense que j'en ai jusque là des jeux de plis. Je pense que c'est rendu trop pour moi. Puis en fait, on enchaîne avec le Seigneur des Anneaux Trick Taking que j'ai trouvé trop cool. Pen de Spin, ce jeu-là, je me dis en fait, il y a quand même encore des affaires intéressantes à faire avec les jeux de plis. Donc ça c'était mon expérience à moi. Et donc la dernière expérience de Cannes en plus. Du festival. Non, parce qu'après ça, j'ai joué à Daydream de notre Effectivement, on arrive de là. Ouais. On arrive de là. Ah, t'étais pas là. Non. David, une dernière? Une dernière, tu peux faire tag team si tu veux. Je peux te le laisser avec plaisir. Parce que comme ça, je peux faire le proto de Super Meeple que j'ai fait, si tu veux, qui était vraiment original. Ok, écoute, alors effectivement, je parle très volontiers de tag team. J'espère que je vais bien en parler parce qu'il y a quand même le Don en fait de moi qui nous a pitché le. Ce sera le titre français aussi. Parce que pour nous, ça veut rien dire. Ils ont vraiment de la misère avec ça. Ils savent pas ce que ça veut dire, effectivement. On est resté dans la prime au team, parce que ça a bien fonctionné avec SkyTeam, donc. Donc c'est complètement par hasard, ça n'a pas rapport. C'est juste, même, c'est drôle parce que c'est moi qui ai eu le pitch. Parce qu'initialement, il y avait juste un personnage, un truc d'affrontement. Puis on s'est dit, mais c'était un peu linéaire. Fait que là, j'ai dit, ça serait le fun d'avoir une alternance entre deux qui donne une deuxième stratégie parce que aussi, je vais te laisser vraiment le présenter, je vais pas aller plus loin, mais tag team, on est parti de là où est-ce qu'on voulait un combat en équipe et avec une alternance d'attaque entre deux héros et le tag team, ça vient un peu du wrestling, donc de la lutte américaine dans le catch.
Donc, il se tapait dans la main pour pouvoir passer l'attaque à quelqu'un d'autre. Donc, ça vient de là. Alors effectivement, donc au début de la partie, chaque joueur-joueuse se trouve avec 2 combattants, donc asymétriques, 2 combattants différents de son adversaire. Et puis on a chacun 2 cartes au départ, donc une carte pour un de nos combattants et une autre carte pour le second combattant. On choisit dans un premier temps quelle carte on va vouloir jouer en premier et l'autre en deuxième. On fait simplement une bataille, donc un peu à la Challenger, sauf le que choix là, se fait en face cachée. on choisit, voilà, face cachée, on révèle, et puis les 2 joueurs vont activer le pouvoir de la carte. Et puis le pouvoir va s'activer en fonction du personnage présent sur la carte de son adversaire. Donc si on attaque, eh bien c'est le personnage représenté sur la carte de l'adversaire qui va être attaqué. On résout les 2 cartes. Une fois que ces 2 cartes ont été résolues, on en pioche 3. Donc on a un deck qu'on a préalablement mélangé. C'est le deck de nos 2 combattants. On prend 3 cartes, on en garde une. On met les 2 autres cartes sous notre pioche, et puis cette carte qu'on a prise, on va pas simplement l'ajouter aux 2, mélanger et puis faire du pur aléatoire, mais par contre on va choisir où on va la mettre. Et c'est là où est tout le sel du jeu, parce qu'on va se dire ok, mon adversaire il m'a attaqué au début, et puis là je viens de tirer une carte de défense, et si j'arrive à défendre, ça va me permettre de monter en compétence un de mes personnages, mais rien ne me dit que mon adversaire ne s'est pas dit tiens, comme j'ai attaqué, s'il a tiré une carte défense, il va peut-être changer sa première carte, donc il risque de changer aussi lui-même sa première. Puis ensuite on se retrouve avec 4 cartes, puis 5 cartes, puis 6 cartes, et puis c'est vrai que les personnages jusqu'à la mort d'un des personnages. Voilà, exactement. Et puis là avec les 4 personnages qu'on a eu, en tout cas ça a l'air d'être très varié. Il y en a encore bien d'autres. Il y en aura combien déjà dans la boîte? 12. Il y en aura 12 dans la boîte, 12 en tout, ouais. 66 combinaisons possibles pour la première expérience, effectivement. Puis toutes des personnages La première asymétriques. expérience, tu dis. Oui, oui, effectivement. Il y a 2-3 autres idées derrière la tête pour on des a boîtes beaucoup après, d'idées. quoi. C'est un jeu qu'on veut positionner en série, donc on aimerait avoir minimalement une sortie par année là-dessus. Ouais. Et qui sait, des licences, on verra. Donc, fais-nous pas ça. Donc on a vraiment ce mix Dice Throne Challengers, mais Challengers c'est juste pour le côté affrontement avec un deck. Moi j'avoue que Challengers j'ai du mal à voir le lien quand même. En fait, c'est le concept que tu fais défiler tes cartes sans avoir une influence une fois que tu commences à les défiler. Ah oui, c'est ce qu'on appelle un auto-battler. Et puis t'optimises ton deck continuellement en y ajoutant des cartes. Et puis comme tu mais Challengers c'était chiant, alors que là non, j'arrive pas à voir le point commun. C'est un deck building, Benji, en fait. Tu construis un deck. Et comme tu l'as très bien dit, Benji, on continue, on s'affronte jusqu'à ce que l'un des 2 personnages d'un des 2 joueurs-joueuses soit réduit à 0. KO. KO, exactement, et perd la partie. Et puis c'est vrai que nous 2, on jouait, moi j'ai joué contre toi, Mathieu, Benji, tu as joué contre une autre personne là, qui s'est jointe à nous. Justine, une auditrice. Voilà, qui t'a admirablement battu. D'ailleurs, je la félicite et la remercie. Elle a quand même, il faut quand même préciser qu'elle a eu donc les 3 gars dont joue-tu autour de la table, le jeu expliqué par Martin, et pendant que Penelope Gaming est passé, et puis elle avait dit qu'elle était assez fan, elle avait été... Elle fait partie de la communauté. Oui, c'est ça. Donc elle a eu, je pense que ça l'a fait de sa journée, quoi. C'est un bon moment. Surtout, je lui ai quand même demandé, elle a dit, j'aime beaucoup le podcast. On a dit, on cherche quelqu'un avec qui jouer. Avec qui t'aimerais jouer? Et elle a dit, j'aimerais bien jouer avec Benji. On a tous besoin d'un Benji. On a tous besoin d'un Benji. Donc là, Benji, vraiment, il était aux anges, et quand même à la fin, il lui a proposé, mais est-ce que tu aimerais faire une photo? Puis elle a dit non, ça va bien, merci. Donc ça, moi, j'ai ça c'était bon, mais ça fait ma journée. On était allé trop loin dans le bon moment, je pense. Donc vous l'aurez compris, ce jeu est édité chez Scorpion Masqué. C'est un jeu de Corentin Lebras et Grisha Germain, illustré par Nayad. Et Grisha Germain, on le connaît moins, mais c'est en tout cas à titre personnel. Mais c'est un des auteurs de Biomos, exactement. Okay. Et d'autres jeux. Donc là, vraiment, bravo. Il y a aussi 50 Fruity là qu'on nous a pitché chez Blue Orange, exactement. Ouais, tout à fait.
Donc quelques jeux. Mais un autre avantage du jeu, c'est qu'il se joue très rapidement, hein, parce qu'on a fait notre partie nous, Justine et moi, à 5 minutes, donc le temps de me faire éclater. Oui, et, ça c'est quand on est mauvais. C'est ça. Et David et Matt, moins de 10 minutes aussi. Ouais. Et donc c'est vraiment, une dizaine de minutes. il y a vraiment l'envie de tout de suite en refaire une. Et puis bien sûr, il y a toujours cette envie, soit de découvrir un nouveau personnage, soit de comprendre le deck de son personnage pour pouvoir l'optimiser, parce qu'il y a vraiment chaque personnage a des pouvoirs. Enfin, c'est une très très bonne découverte. En plus, mine de rien, ça c'est un jeu qui fait des très bons tournois. J'imagine que ça pourrait être quelque chose que vous allez réfléchir. Toi. C'est déjà déjà prévu. Oh là là, quel talent entrepreneurial. Il est fort. Il est fort. Il est fort, le Don. C'est pas que moi, c'est un beau travail d'équipe, mais non, on croit beaucoup à ce produit-là, tellement qu'on a réduit notre nombre de sorties cette année à 2. Donc les 2 que vous avez eu sur le Cannes, ça va être les 2 seuls jeux qu'on sort cette année avec l'île des Mookies. Ah oui, le petit jeu et Tag Team. Jeu enfant que j'ai dominé, Benji, un truc de malade. Un jeu enfant sympa d'ailleurs, un jeu enfant de majorité qu'on a joué tous les deux. Très beau. Pour mes filles. Que t'as eu une belle dédicace aussi. Tout à fait. Ouais. On a croisé, oui. T'as pu nommer aussi un Mookie. Un Mookie. Ah, c'est pas moi, c'est Benji. Ah, c'est Benji. T'as vu lequel je l'ai? Mais oui, j'ai vu ça. Oui. Je l'ai fait Naishi, du coup. C'était mignon. Comme le chat à David. C'est beau. Oui. C'est beau. Comme le chat à Benji. J'étais trop content parce que j'ai vu, il y avait Florent Siriex qui était donc juste à côté ou qui faisait signer la boîte, puis il m'a regardé, il a dit, hey, je voulais juste te dire, j'ai adoré Niwashi. Ah oui, Niwashi. Ça m'a bien fait rire, j'ai dit, ah non, moi c'était Naishi. J'adore ton podcast et tu games. C'est ça, tu games. Puis en plus, il me dit, je viens d'envoyer des gens au stand Niwashi. J'ai dit, ouais, bon, ben, c'était pas le bon. Oups. Benji, tu veux venir? Et ben du coup, je vous raconte ma dernière expérience ludique de ce festival, et c'est en l'occurrence un proto de Super Meeple, mais qui va sortir donc normalement fin d'année, début d'année prochaine chez Super Meeple. Ça s'appelle Blockbusters et Il t'a dit que t'avais le droit d'en parler Ah oui, putain, je viens de comprendre. Non, il m'a rien dit, mais du coup, j'en parle. Non, écoute, il nous a pas interdit. C'est comment il s'appelle déjà, Richard. Oui, j'attends, je te laisse un peu. Charles, merci. J'avais Richard Amir en tête, mais Charles. Richard Gir qui cherchait 3 personnes pour jouer. Finalement, on s'est retrouvé à 4. J'ai eu le grand plaisir de partager en plus cette partie avec Alex du podcast 6388. Non, pardon, du podcast Le Défaussé, avec Blandine de Promeeple et puis avec Lucie, donc une autre joueuse. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, pour le coup, c'est une table de joueuses qui m'ont défoncé la gueule, puisque j'ai perdu lamentablement cette partie. Encore. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que il y a quelque chose de très très original, puisque je vais commencer par l'absolument pas original. Vous êtes dans une arène, vous avez des gros monstres et vous allez devoir tuer des monstres adverses. Donc jusque là, voilà, rien de fou. Mais comment vous allez les tuer? Vous allez en fait vous construire une arme avec un jeu de pli. Non, à 2 joueurs. De défense, Non, pas du tout. Qui sort en septembre. Vous allez non, c'est fin d'année. Celui-là. Vous allez vous construire une arme, et comment vous allez vous construire une arme? C'est avec des blocs, mais des vrais blocs que vous allez petit à petit accumuler, et donc vous allez un peu comme des Lego construire un espèce d'ensemble de blocs que vous ne pouvez pas modifier une fois que vous avez commencé à le faire. Et les blocs sont de différentes couleurs. Certains blocs vous permettent de bouger, certains blocs vous permettent de sauter, certains blocs vous permettent de tirer avec un canon, de taper avec une épée, bien sûr avec des règles de proximité, il faut que la personne soit à côté de vous, pas à côté de vous, etc. Vous pouvez taper à distance, pas à distance. Et vous allez activer une ligne de blocs, et donc vous allez vraiment construire votre arme au fur et à mesure de la partie, puisque vous allez récupérer des blocs sur le terrain de jeu, et votre arme va grossir matériellement. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec au début 4 blocs de couleurs qui sont fixés les uns aux autres, et puis vous allez fixer un 5e, un 6e, un 7e, un 8e, un 9e. Donc vous allez construire un truc en 3D. Aucun d'entre nous ne finit avec la même forme, puisque les blocs se clipsent sur les 5 parties du cube. La 6e est en fait... T'attends une réponse de pour ce clipse. Parce que alors... Non, moi j'étais un peu inquiet à vous voir pour jouer avec vos petits carrés. Pour s'éclipser. Et donc en fait, il y a un côté hyper... tactile, infantile, puéril, mais tellement agréable, en fait, tellement satisfaisant. T'as vraiment l'impression de construire ton arme au fur et à mesure du truc, et en même temps, ça reste extrêmement tactique, parce que du coup, tu dois choisir avec attention l'enchaînement des blocs, puisque tu es obligé de suivre finalement l'enchaînement d'une ligne quand tu commences à faire ton action. Donc si tu fais déplacement, combat, déplacement, tu peux pas faire déplacement, combat. Donc tu pourras pas faire exactement ce que tu as envie de faire. Donc c'est un genre de programmation.
c'est complètement de la programmation, mais l'aspect très original, c'est ce truc de construction de blocs que pour le coup, je crois ne jamais avoir vu nulle part. Et Super Meeple croit assez au jeu parce que ça crée une vraie sensation extrêmement fun, en fait, extrêmement satisfaisante dans une difficulté initiée. Hein, on est vraiment loin de l'expert, avec une difficulté pour eux, les éditeurs, de réussir à éditer un jeu avec pour le coup donc beaucoup de matériel, puisqu'il y a tous ces blocs qu'il faut pouvoir produire, sans le faire trop cher parce que c'est pas du tout un jeu expert et puis c'est pas un jeu qui peut dépasser 50 €, hein, clairement, ça ne devrait pas le faire, mais avec des sensations de jeu extrêmement fun. On a beaucoup ri autour de la table. Alors c'était intéressant parce qu'en plus c'était de moi en l'occurrence, effectivement, elles ont beaucoup de riz de moi. On a entendu beaucoup d'insultes de ta part. En tout cas. Bah putain, j'ai pris très très cher, mais c'était très marrant. Et puis c'était, encore une fois, c'est toujours intéressant de tester des protos parce que pour le coup, ce que nous disait l'auteur, c'est que il l'avait beaucoup testé à 2 et 3 joueurs. Nous, on était 4. C'était une des rares fois, ils en avaient quand même fait quelques-unes, mais à 4 joueurs. Et puis on voyait qu'il y avait encore besoin d'équilibrage en fait à 4 joueurs. Hein. Donc c'est toujours intéressant de participer aussi à la construction d'un prototype. Bon, je te regarde pas Martin parce que toi tu fais ça tous les jours professionnellement, mais nous pas tant que ça malgré tout, et je me réjouis vraiment de voir arriver ce jeu. Donc je vous redis le titre, Blockbusters, qui est un vrai petit all-me comme ça, un truc qu'on n'a jamais vu, qui apporte une mécanique complètement novatrice. Et puis si vous aimez empiler des Legos ou construire vos armes, franchement foncez sur ce jeu parce que ça va être vraiment fun quand il sortira fin d'année, début d'année prochaine. Ben écoute, on a fait nos 12 expériences. Je me dis on pourrait finir ce podcast puisqu'il est rendu 1h30 du matin. Par notre fameux top 5. Exact. Non, mais on pourrait se dire plutôt qu'un top 5 de faire top 5 moments où vous avez failli vous endormir pendant le festival. Ça commence. Non, mais peut-être se dire, alors là on vous a parlé de jeux qu'on a joués, mais peut-être on s'est aussi fait pitcher énormément de jeux. Donc on va peut-être vous parler rapidement de jeux qui nous ont fait de l'œil, qui nous ont intéressés. Moi je voulais commencer avec Gatsby, qui est un jeu qui sort chez Catch Up Games. Moi, c'était, je pense, récemment, on a fait un top 5 des jeux qu'on attendait le plus cette année. Je vous ai parlé de Gatsby, encore une fois, parce que c'est un thème qui me parle énormément. Donc, c'est un jeu 2 joueurs. Encore? Ouais, encore, très original. Mais pas de pli, cette fois. Pas de pli, pas de défausse. Donc, c'est du genre de placement d'ouvriers, on pourrait dire, où on est assis... Oui. Ce qui est assez marrant, c'est que tu dois être assis à côté de ton adversaire, parce que le plateau, c'est vraiment comme des pistes qui montent, si on veut. Et donc, comme dans SkyTeam, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais la différence, c'est que là, c'est ton adversaire, c'est pas ton coéquipier. Effectivement. Et donc, c'est un jeu vraiment de bitcherie. Oui. C'est des coups bas. Parce que toi, tu l'as testé, Martin. Moi, j'ai joué. Ouais. Et donc, moi, j'avais hâte de voir, justement, à quel point ça s'était rattaché à la thématique et tout. On a, en gros, 3 sections du plateau. On a une qui c'est un jazz bar où il y a une piste de danse. L'autre, c'est genre Wall Street où t'as comme des tours de business. Oui, tout à fait. Et tout à droite, t'as une course hippique qui est pour le coup, genre, un peu à la mode, parce que quand tu penses à Longshot, à tous ces jeux épiques. Et donc, à chaque tour, on va devoir déplacer un marqueur qui va nous laisser faire plusieurs de ces actions-là. Donc, si on va tout à gauche du plateau, on va faire 2 fois une action. Si on se met au milieu, on va faire une action à gauche et une au milieu, et ainsi de suite. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, forcément, si moi je viens sur l'action exemple qui est tout à gauche, qui me permet de faire 2 actions dans la salle de danse, si on veut, ça veut dire que lors du tour de mon adversaire, lui, il va devoir prendre ce même pion-là à cet emplacement-là, le tourner sur sa face à lui, et du coup, pas pouvoir faire cette action-là. Il va devoir partir sur les autres actions. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et donc, chaque section du plateau va avoir une petite mécanique propre à elle. Le but sera donc de... bien sûr, c'est un Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Donc, s'il y a beaucoup de façons de gagner le jeu, il y a plein de façons où tu peux arrêter la partie immédiatement si tu as plusieurs personnages dans ton jeu. Donc, l'objectif final, c'est d'influencer quand même des personnages que vous avez dans chacune de ces 3 sections. Ouais. Mais effectivement, si vous n'arrivez pas à la fin à influencer Gatsby, en l'occurrence, je crois... C'est ce qu'ils ont essayé de faire comme pitch, qui, moi, m'a un peu posé problème. C'est ce que je t'ai dit à la fin. Étant donné que, en fait, toi, tu sais peut-être pas, Martin, mais moi, étant prof d'anglais, ça fait 10 ans que j'enseigne The Great Gatsby. Et puis donc moi j'adore ce livre, j'ai beaucoup d'attirance pour cette époque de l'histoire américaine, et en fait il aurait pu acheter le jeu. Oui, c'est un jeu très mécanique. C'est clair. Et puis ça aurait pu juste s'appeler America 1920. Et en fait il y a aucun lien avec l'histoire si on veut. Même tuer le personnage, je me dis peut-être qu'on va retrouver des personnages de l'histoire, pas du tout. Alors, c'est vraiment secondaire, hein, mais je veux dire, c'est clairement le truc qui, moi, me hypait du jeu. Donc, c'est sûr que j'ai eu une mini déception là-dessus. Mais par contre,
tout la fluidité, la simplicité du jeu m'a beaucoup parlé. Et donc, c'est clairement un jeu que j'avais envie de tester. On n'a pas pu parce qu'on avait un autre rendez-vous pour, donc on est parti. Ça a été très bien expliqué par Mathieu de chez Catch Up Games. Donc, c'est sûr que tous les Mathieu expliquent bien les jeux. Mais, donc toi, tu as mécaniquement, on a été quand même assez bluffé au moment où il nous expliquait parce que... surtout toi, ouais. Moi, mais en fait, parce que je me dis... Et avec tout l'amour que j'ai pour les auteurs, mais un Bruno Catala et un Ludovic Maublanc, on se dit encore un Catala et un Maublanc, mais ça va, ils vont bien finir par se planter en fait. Et au fur et à mesure des explications des règles, je me disais mais putain c'est tellement bien fait, c'est tellement brillant, c'est tellement simple, tout combotte, tout dès que vous influencez sur une zone, vous allez un peu aider quand même l'autre adversaire sur une autre zone, ou vous allez peut-être gagner un truc vous sur une autre zone, et puis il y a plein de façons de finir la partie, mais du coup il y a plein de façons d'empêcher que la partie se finisse quand même d'une certaine manière. Moi j'ai trouvé que c'était le pitch en tout cas m'a fait rêver, et je me disais mais c'est pas non plus pour rien que si ces auteurs là on en parle aussi souvent, et si leur jeu fonctionne, je pense qu'ils ont une vraie intelligence ludique, tant Bruno que Ludovic, et je me réjouis vraiment de tester ce jeu quand il sortira. Ouais. Alors Martin, qu'est-ce que tu en penses? J'ai joué au prototype, ça fait déjà presque un an, et dès que j'ai joué, j'ai dit c'est génial. Ouais. Il faut que je sois capable d'avoir ce jeu-là dans mon catalogue. Ouais. C'est un jeu 2 joueurs qui est très nerveux, parce que on est toujours en mode action-réaction, et je pense avoir une stratégie gagnante, et je me fais carrément toujours mettre des bâtons dans les roues, et je dois toujours me repenser un plan B, un plan C. Et c'est vraiment un jeu pour lequel moi j'ai de grandes appréhensions, et là j'y joue demain avec la version mise à jour, donc j'ai très hâte de retourner voir l'expérience. Tu vois, déjà les pistes ont changé par rapport à ce que j'avais joué, déjà il y a eu une évolution du produit, et je suis un peu comme toi, donc tu sais, on est un peu blasé des thématiques qui reviennent, qui sont toujours pareilles, à part peut-être l'appui de bonbons avec les parapluies. mais on en est vite blasé celle-là. C'est ça. Mais Gatsby, oui, ça m'allume également. Donc, de faire une soirée à Névin d'un pub avec tout le monde déguisé à la Gatsby. C'est winner, c'est clair. Ouais, c'est winner, je pense que oui. Ouais. Bien aimé ça. Pour la petite anecdote, en fait, ce que nous a raconté Mathieu, c'est qu'en fait, le jeu, au départ, était développé par Ludovic Maublanc et Christine Alcouf. Oui. Que Christine, ensuite, que j'appelle Christine, alors que je quand même ne connais pas du tout, mais Madame Alcouf. Madame Alcouf, à un moment donné, a plus eu le temps de développer le jeu. Ludovic est allé voir Bruno, et Bruno, avec Ludo, ont fini le jeu. Et Catch Up a décidé, en fait, de rendre hommage au fait que Christine Alcouf avait, au début, construit le jeu, en lui confiant la direction artistique. Et donc, finalement, c'est un jeu fait à 6 mains. Très beau, je trouve. Bruno, Ludovic et Christine. Donc ça, c'était pour Gatsby, mon jeu, qui, si on veut, me fait de l'œil, que j'ai bien aimé le pitch. Et donc, Martin, tu veux nous en faire? On va tourner dans l'autre sens. Martin, on est des fous. Allez. Non. T'en as pas? Je l'ai pas trouvé. Okay. Ah, pas encore. On va laisser j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai. Ouais, c'est ça. Ça fait 20 minutes qu'on essaie de lui soutirer des infos sur 2026 et Scorpion Masqué. On n'y arrive pas. Non, mais je ne peux pas. J'ai des choses que je dois garder sous silence. J'ai signé des NDA. Le Don a quand même un droit de réserve. Martin, on comprend ce que tu vis. Alors, en attendant qu'il Martin recherche, on comprend ce que tu vis. Oui, voilà. En attendant que son téléphone soit vide de batterie. Ah ok, non, il en a pas trouvé. Tu enchaînes? Oui, je peux. Allez. Alors nous, on a eu le grand plaisir, c'est Cannes, c'est quand même, on s'est fait la réflexion à plusieurs reprises, c'est aussi l'occasion de revoir des gens en fait du milieu avec lesquels on prend beaucoup de plaisir à échanger en fait. Et parmi ces gens-là, il y a quand même une personne qu'on aime, je pense tous les trois beaucoup, qui est Hélène de chez Hélène Delforge. Hélène Delforge de chez Repoprod. Donc Hélène, on te fait une petite déclaration d'amour là tous les trois, mais en fait c'est toujours sympa, c'est toujours agréable, et puis on aime beaucoup ce moment où on rencontre Hélène qui nous présente les nouveautés de chez Repos, Libellude, Days of Wonder, Space Cowboys, et il y en a un cinquième, je suis navré, je me rappelle jamais le nom du cinquième studio. Et par ailleurs, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'y aller parce que, mine de rien, c'est quand même des sorties assez importantes dans le milieu aussi, puisque c'est pas n'importe quels éditeurs. Et en l'occurrence, dans les sorties où elle nous a présenté, je pense, 4 jeux ou 5 jeux à 2 joueurs, il y en avait un qui nous a assez interpellé, qui est la sortie la plus lointaine, qui va bien, puisque ça va sortir en septembre, je crois, qui est Take Time, et qui est une sortie chez Libellude. Take Time, c'est un jeu de communication limité. Vous allez me dire encore un, oui, encore un. À 2 joueurs.
Non, pas de joueurs. Mais c'est un jeu de chez Libellude, et donc Libellude, moi ce qui m'a frappé, c'est à quel point ils arrivent à faire avec une mécanique un truc complètement poétique, rêveur, éthéré comme ça. Je vais essayer de vous le résumer assez rapidement. Le principe, c'est que le temps vous fait des défis finalement. Vous allez avoir 12 cartes nuit, 12 cartes jour, et ces 12 cartes sont numérotées de 1 à 12. Vous avez un écran d'horloge qui est divisé en 6 portions, et sans se parler, on va devoir mettre nos cartes autour de ces 6 portions. Non, je les ai nommées. Pardon. Tu peux me laisser, par contre, est-ce que je peux me laisser faire mon pitch, je t'en supplie, parce que là, je vais pas tenir la fin de ce truc. Sans vous parler, vous allez devoir répartir vos cartes autour des 6 cadrans pour que, à la fin, en retournant l'entier des cartes, ce soit en ordre croissant. Putain, je m'en suis pas trop mal sorti. C'est pas mal. T'es pas mal bon. Sachant bien sûr qu'il va y avoir quelques petites contraintes supplémentaires, puisque sur 1, 2, 3 cadrans, eh bien, il peut y avoir, par exemple, sur un cadran, dans ce cadran-là, il ne peut y avoir que des cartes jour. Dans ce cadran-là, vous ne pouvez avoir qu'une seule carte. Dans ce cadran-là, vous devez avoir 3 cartes. Dans ce cadran-là, vous devez avoir une somme entre 20 et 30, par exemple. Donc ça, c'est le pitch du jeu. Et puis, vous allez avoir plusieurs enveloppes dans la boîte. Je crois que c'est 4 enveloppes, si je dis pas de bêtises, mais j'en suis pas sûr à 100%. Et dans chacune de ces enveloppes, vous avez 3 cadrans. Donc, vous avez comme ça une possibilité de jeu qui est assez importante. Et je suis navré parce que effectivement, je suis au bout de ma vie là tout de suite maintenant, et donc il y a moins d'enthousiasme dans ma voix que d'habitude. Mais moi, ça m'a hyper enthousiasmé en fait, parce que je trouve que c'est une façon de faire de la communication limitée qui est très novatrice finalement, avec un jeu qui est absolument magnifique et qui va vous permettre comme ça de monter dans la difficulté, puisque j'imagine très facilement que les dernières enveloppes vous donnent des contraintes extrêmement différentes. On était assez enthousiaste avec David. Pour le coup, toi t'aimes beaucoup ces jeux-là, et puis tu vas en parler d'un autre tout de suite maintenant. Mais donc Take Time, c'est la sortie Libellude de l'année après l'excellente Harmonie l'année dernière. Joutu des Joutus, je le rappelle. Oui. Asdor Inis. Ah non, pardon, excusez-moi. À chaque fois, je me trompe. Je l'avais tellement préparé, ce truc. Du coup, j'étais pas prêt au changement. Bref, blague à part, la sortie, donc, 2025 de Libellude. Je me ferai un grand plaisir de le tester, puisque David, probablement, tu l'achèteras. Alors c'est certain, effectivement, ça y a pas besoin de garder le suspense. Ce qui est aussi assez intéressant, comme tu l'as dit, donc collaboratif, communication limitée, évolutif, ça coche. Qui sont aussi des mots qu'on a entendu beaucoup. Ça. Oui, ouais, effectivement. C'est vrai. Et c'est vrai que ça coche les 3 cases qui me plaisent tout particulièrement. De communication limitée, c'est ça qui te plaît? Oui, ça y kiffe. Ok. Oui, kiffe. Donc. Exactement. Mais pourquoi? Va au bout de ta pensée, Martin. Non, vas-y. Il a envie de dire quelque chose. Oui, ben c'est ça. Ben ok, non, mais je fais de la communication limitée là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, j'allais dire. On a fait un autre jeu chez Plexi Games où si tu dis t'as un truc qui buzz et puis tu montes. Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Ouais, là, je dis le E. Après, si c'est que coopératif, sans communication limitée, que cette coche, ça me plaît moins, mais quand les deux sont là, plus l'évolutif, pour moi, c'est bon. Donc, ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on révèle aussi l'horloge. Tout le monde reçoit ses cartes, mais ne les regarde pas. Et là, en fait, il y a ce moment où on peut se mettre un peu d'accord, du style à la The Crew, attention, il faut faire ci, il faut faire ça, celui qui va prendre ci, il serait peut-être bien qu'il prenne ça, etc. Et puis ensuite, on peut se lancer. Et là, après, c'est que une sorte de coordination, synchronisation entre les différents joueurs. Et comme tu l'as très bien dit, eh bien, peu de temps finalement après, ne serait 24 heures, nous avons été chez Pixie qui nous a pitché un premier jeu qui s'appelle Eternal Dex, qui sortira en septembre. Non, je crois que c'est plutôt celui-là. Non, je crois pas. Je crois que c'était aussi septembre 2025, avec un octobre 2025. Ouais, octobre. Alors voilà, bon, bref. Beaucoup plus tard. Et ce sera, tiens, il nous montre des choses. Pas toi, concentre-toi. Effectivement. Oui, c'est bon, J'ai enfin trouvé le 5e que t'as oublié, c'est Next Move. Si, parce que c'était tout ce qui avait rapport avec Azul. Ah oui, Azul, effectivement. Donc là, on s'est retrouvé face à un grand plateau en tissu, avec plutôt noir, avec des éléments blancs, etc. Plein de cases où mettre des cartes. Et puis on nous a tout de suite dit que c'était un style The Crew boosté aux hormones. Et tout de suite là, bien entendu, ça m'a réveillé. C'était le premier rendez-vous de la matinée. Je me suis dit oulala, ça c'est pour
pour moi. Et effectivement, ça a été très très rapidement confirmé. Alors ça a l'air d'être quand même assez joueur, mais très intéressant. Ils n'ont pas dit que c'était expert, pour le coup, c'est plutôt initié quand même. Effectivement, mais après ça va sans doute avec à force d'avancer dans les parties et les contraintes de pause, ça devrait bien entendu glisser gentiment vers l'expert. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Eh bien, il ne faut pas que un joueur autour de la table se retrouve sans carte. Si un joueur n'a plus de cartes, la manche, la partie est ratée, est terminée. Et tout le monde au départ commence avec le même deck de cartes, mais très rapidement en fait, il va falloir remplir. Il y a 3 lignes composées de 4 emplacements de cartes, et en tout cas dans la première partie, eh bien ces 4 cartes ne doivent pas avoir la même valeur ou la même couleur. Une fois que l'un des joueurs ou joueuses met la dernière de ces 4 cartes, il va pouvoir ramasser le deck de cartes, le deck unique de 8 cartes qui se trouve au bout de cette ligne. Et donc, il va bien sûr compléter sa main, et s'il lui restait plus qu'une carte, eh bien là, il va se retrouver avec 8 cartes en plus. Ce que l'on peut faire aussi, c'est offrir une carte à l'un de nos coéquipiers, parce que ce jeu est collaboratif, comme je l'ai dit, donc Mathieu, Benji ne pourront pas y jouer. Et d'aider son Il faut quand même noter que pendant les derniers droïdes, on a joué ensemble, et puis ça n'a pas été mentionné pendant que t'en as parlé, non, toi. C'est vrai, donc, on était forcés à jouer ensemble, on s'en est pas trop mal tiré, même si on a perdu, mais vous avez pas trop mal tiré. Alors après, il y a plein d'autres emplacements, il y a des objectifs, il faut ramasser des pierres. Moi, franchement, ça m'a beaucoup plu, en tout cas au pitch. C'est un il y a une direction artistique assez folle. Ouais. C'est un financement participatif japonais, sur Kickstarter, mais c'est japonais, c'est des auteurs aussi japonais. Donc voilà, moi je me réjouis de cet automne, même si je me réjouis aussi de l'été, parce que l'été est une saison très agréable. Mais en tout cas, clôturons pour les jeux, il y aura vraiment de quoi faire en cette fin d'année. Là, t'as vraiment l'ambiance de comment c'était à Vichy quand on a enregistré. Mais je me sens comme toi là, du coup, tu vois. Ouais. En parlant d'auteur japonais, nous on s'est fait dédicacer une boîte de Trio par son auteur. Ouais. Pour le coup, ça c'était un joli moment quand même finalement de voir. Mais les deux, vous avez racheté une boîte. On a racheté une boîte chacun. Bon, il y a pire, hein. Tu sais, quand tu vois le prix de la boîte, il y a pire dans le truc à racheter. Tout à fait. Donc, bon, finis-nous en beauté. En beauté. Finis-nous, Martin. Finish us. C'est fini. J'ai testé beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sortiront je ne sais pas quand, donc c'est un peu dur d'aller de ce côté-là. Donc je vais y aller sur un petit jeu de cartes, 2 joueurs, qui est à la boîte de jeu. Donc ça s'appelle Moonlight, The Land of Wolves. Je sais pas si vous l'avez regardé de ce côté-là. Donc chez qui? La boîte de jeu. Donc de Alexander Aguilar et de Thomas Favrelière. Ah oui, je ne connais pas. Donc illustré par Noémie Chevalier. Un petit jeu de cartes assez malin dans lequel on va avoir des cartes numérotées de 1 à 5 de mémoire. Donc on va avoir le même deck de cartes et on va comme ça construire ensemble un quadrilètre. Bon, c'est 3, je pense que c'est un 3 par 3 dans lequel on va mettre une carte et tu vas mettre une carte à ton tour. Le but, c'est de prendre contrôle de ligne. Et c'est celui qui aura la majorité en nombre total de chiffres sur cette ligne-ci. Mais je peux recouvrir tes cartes. Donc, tu vas mettre une carte et je peux toujours recouvrir une carte, mais d'une valeur seulement strictement supérieure. Fait que si tu mets 1, je peux mettre un autre 1, je peux mettre un 2, un 3, un 4, mais je peux recouvrir ton 1 avec un de mes 2. Et chacune des... Vous allez avoir de la misère à trouver ça. Je vous vois chercher sur vos téléphones. Impossible. Ouais, c'est ça. Comme ça, on va comme ça dérouler notre deck jusqu'à temps d'arriver au bout. C'est un 2 de 3, mais chaque carte a une particularité. Si je mets le 1 dans un coin, ça va me donner des points supplémentaires. Si je mets le 3 qui reste visible, ça fait un nombre de points supplémentaires. Et ils sont pas tous en nombre égal. Donc, j'ai plus de 3 dans mon deck que de 1 que de 5. Et lorsque je vais remporter la partie, je vais ça va être un deck building un peu, donc je vais aller chercher une carte supplémentaire qui va renforcer mon deck. Et à l'inverse, celui qui aura perdu, il aura un pouvoir spécial qui va aller chercher une carte qui va pouvoir modifier. Donc déplacer des cartes, modifier la grille. C'est un jeu assez minimaliste, mais assez malin, pour lequel
J'ai enchaîné les parties à coup de 5 minutes. Donc, c'est pas grandiose, mais c'est un jeu assez tactique. Au début, tu joues à ça, tu dis, bon, ça a l'air de rien. Mais finalement, on se laisse prendre au jeu. Puis, juste l'aspect de renforcer ce deck-là. Donc, les decks de renforcement, c'est je peux rajouter des cartes que j'ai des cartes à pouvoir, j'ai des cartes, je peux avoir des valeurs supérieures aussi. Donc, j'ai un 6, il y a personne d'autre qui a un 6, donc je suis le seul qui peut recouvrir un 5. Donc, c'est très, très simple, mais très efficace. Donc, ça s'appelle Moonlight, The Land of the Wolf, chez la boîte de jeu, qui sortira probablement en septembre. Et alors, pour le coup, non, a priori, c'est prévu en Q3, c'est-à-dire septembre. Et en français, ce sera Moonlight, le territoire des loups. Voilà. Et puis je me disais peut-être juste avant que tu interrompes l'ensemble de ce bordel, mais il y a quand même ça s'appelle un podcast. Très grossier, Benchy. Il y a 3 jeux dont on a régulièrement entendu parler, enfin en tout cas qui ont fait parler d'eux sur le festival. Il y a Flip 7 pour le coup qui a extrêmement été vendu là quand il est sorti chez les il a été vendu avant même d'être sorti. C'est impressionnant. Ils ont vendu 30 000 copies en précommande avant même la sortie. En 10 jours, donc. Ils ont recommandé 180 000 boîtes. Oui. Donc un jeu très sympa pour le coup qu'on a eu l'occasion de tester. Oui, mais c'est simple parce que ça marque sur la boîte le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Tout à fait. Selon Catch Up Game. Il y a Zenith, tu vois que Martin a sa boîte. On a aussi tous les 3 notre boîte. On en avait déjà un petit peu parlé et puis qui a été sold out hier. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on en a jamais parlé. On a toujours dit qu'on voulait en parler dans le podcast, on n'en a jamais parlé, mais il va falloir qu'on en parle. Ben, effectivement, je pense que c'est un lancement là, qui est imminent parce que c'était la avant-première. Et si tu me dis qu'ils sont sold out, je suis vraiment impressionné parce qu'il me dit la quantité de jeux qu'il a amené. Je ne pensais pas qu'on pouvait vendre autant de jeux sur le festival. Écoute, nous, on a vite acheté nos boîtes. Mais t'es sûr que c'était sold out? Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était sold out. Okay. Je peux pas vous garantir. Moi, j'ai pas vu l'affiche il était écrit sold out, mais. Et le 3e jeu dont on a pas mal entendu parler, c'est Wondrous, j'arrive pas à le dire. Wondrous Creatures chez Super Meeple, pour le coup, eux aussi sold out, mais pour le coup des jeudis, je crois, ou vendredi. Bon, eux, ils avaient pas un énorme tirage. Ils en avaient pas acheté tant que ça. Vous y avez déjà joué? Non, on n'en a pas joué, on nous l'a pitché, pour le coup. Moi, j'avoue que ça m'a pas non plus fait rêver quand ils l'ont pitché, mais. Le jeu est magnifique. Mais tous les gens alors moi, je trouve pas du tout, mais, tous les gens qui n'ont t'as pas de goût. Peut-être. Ah, mais je t'adore, Martin. Oui. On a tous besoin de Medji sur ce point-là. mais par contre, tous les gens qui l'ont testé, sont revenus vers nous en disant que c'était vraiment un super jeu, donc. Sauf Aurel qui a dit, c'est de la merde! Mais c'est le meilleur jeu du monde! Ouais, parce qu'il a gagné. Donc voilà, c'était un peu les 3 gros jeux, enfin les 3 jeux dont moi j'ai beaucoup entendu parler sur le festival et puis qu'on a l'impression qu'ils ont beaucoup fait parler. Il a fait beaucoup de buzz, effectivement. J'ai la copie anglaise du jeu. C'est un jeu qui il est bizarre parce qu'il s'installe sur un jeu gamer, mais sur une thématique très familiale. Ouais. C'est un peu un jeu qui est tellement compliqué. C'est un jeu qui a une belle présence sur table. Il y a également un paquet de add-ons, de goodies, de lucification. Ouais, mais il y a des meeples qui a des aimants. Oui. Moi, c'est tout ce que j'avais besoin de voir. Voilà. Moi, c'était vendu. Voilà. Ouais. Non, mais efficace comme jeu, effectivement. Ouais, on nous a dit que c'était dans l'univers de quel jeu déjà? Mais non, de Pokémon. Non, c'est un Pokémon-like, mais non, pas par rapport à Pokémon, par rapport à un autre jeu. En tout cas, quand il nous a fait le pitch, il a dit c'est un peu comme un truc Pokémon parce que c'est comme sur une île puis tu les découvres et tout. Il y avait un peu cette idée-là. C'est vendeur. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Martin. Un énorme merci d'avoir été dans ce podcast avec nous jusqu'à la petite heure du matin. Ouais, c'est ça. Plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Mais merci aussi à tout le monde qui va écouter ce podcast, qui ont été là pour le souper des joutus. Hein. C'est la première fois qu'on a dû on avait toute une salle à nous entier, donc on était 40 personnes. Pour la petite anecdote, parce que tu m'as invité, je me suis invité plutôt, comme à chaque année. Donc, tu m'avais partagé, David, l'adresse. Donc, je me suis rendu dans le premier restaurant que tu m'avais envoyé. Donc, je suis arrivé là, je me suis... c'est pas comme si je t'avais pas envoyé la nouvelle adresse. Je sais, mais moi je suis t'as dû être bien accueilli, parce que les relations avec le patron du premier restaurant se sont pas très bien finies. Donc, mais le pire, c'est que le restaurant était vide. Il y avait pas un chat. Et là, j'arrive pour m'installer. Oui, on a une réservation. OK, monsieur, vous vous installez là. Oui, c'est la réservation qui? Attendez, oui, c'est probablement David, je savais pas. J'ai fini par dire, on est 40. Puis là, il dit, ah oui, ah non, on avait une réservation, on l'a cancellée. Mais voilà. J'espère qu'ils ont rien fait de la soirée. C'est clair. Alors que tu vois, donc ça, on s'est fait annuler, alors vraiment pour l'anecdote, mais on s'est fait annuler ça le vendredi, le jeudi la veille, et puis on passe comme ça dans la rue, puis on va arrêter dans ce resto. Ouais, est-ce que vous avez de la place pour 40
Demain. Oui, quelle heure? C'était très bien. Donc, merci à ce resto. Merci au grain de sel. Le grain de sel à Cannes. C'était très bon. Et service exceptionnel. Ouais, Donc, c'était top, ouais. Merci aujourd'hui, merci à vous les gars. Mais Merci. juste une Merci petite à chose, toi. c'est pas parce qu'on a eu Martin aujourd'hui en chair et en os avec nous qu'on va pas toujours Tenter tenter de d'avoir Ah non, mais moi, pour moi, ça ce compte pas. podcast à C'est même Cannes. pas un épisode, c'est genre un Avec Martin mini-isode Lafrenière presque. aussi. tu sais. C'est le mini-isode de Martin Ouais. Montreuil. C'est pour ça C'est qu'on n'a pas pas le fait vrai. d'interview de Martin. Moi, je sais toujours pas ce qu'il fait dans la vie, tu sais. Mais non, mais Donc, non. ça va prendre un autre épisode. Et puis, ben, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode de... De l'autre côté du plateau. C'est bon. Merci à vous d'avoir écouté un autre épisode de On Joue-tu, le podcast des jeux de société. L'équipe On Joue-tu aimerait remercier ses 3 boutiques partenaires, donc au Québec, la boutique La Pioche, en Suisse, la boutique Les 400 coups, et ainsi que en France et en Belgique, la boutique Ludotrotteur. Donc merci beaucoup Harry, on vous invite à vous rendre sur place si vous avez besoin de conseils sur des différents achats de jeux dans ces différents secteurs.